Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspirer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Bernard. Salut Laurent. Salut. Tu es ancien para dans une unité spéciale, tu es conférencier et aussi chef d'entreprise aujourd'hui. Avant de revenir sur ton parcours et ce qui fait ce que tu es aujourd'hui, j'ai l'habitude de poser une question euh, à tous mes invités, qui est la première, c'est comment tu expliquerais ton métier de façon pédagogique à un enfant de 5 ans. Si tu devais le faire, comment tu t'y prendrais? Alors du coup, ça va être expliquer mes métiers, Tes du métiers, coup. c'est pour ça. Donc militaire, c'est le passé, donc je ne vais pas expliquer celui-là, mais il a un gros lien avec mes métiers d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai un organisme de formation et je suis conférencier dans cet ordre-là, dans l'ordre chronologique, comme ça. Le gros point commun, c'est que je suis là pour transmettre, en fait, et que mon métier, c'est d'aider et de transmettre pour aider, que ce soit dans la formation, que ce soit dans les conférences. Et avec une continuité de la transmission avec l'écriture d'un livre qui est en train de se terminer. Ah ouais, il est bien avancé. Après, il y a toujours des grosses phases de relecture, et cetera. Mais effectivement, l'étape d'après de transmission, c'est pour pouvoir s'adresser à un maximum de monde, bah, ça sera ce bouquin sur mon histoire et toujours dans le même but, en fait, qui est tourné vers la transmission et vers aider les autres. On va commencer et revenir sur ton métier de militaire, puisque ça a occupé une grande partie de ta vie avec un parcours assez atypique, on peut dire peut-être comme ça. Comment était ton enfance et est-ce que tu as été de suite attiré par ça, par ce type de métier? Alors moi, déjà, je suis pas du tout issu d'une famille de militaires. Ok. C'est-à-dire que chez moi, il y avait pas de militaires. Si je dois un petit peu même, caricaturer un petit peu, mon père est plutôt, style antimilitariste que que pro-militaire. Et il devait se dire quand tu lui as dit Ouais, ouais, je te voilà. passerai, on n'est pas en super bon terme, donc je te passerai les certaines phrases, auxquelles j'ai eu droit, mais si et en fait, j'ai eu à un moment donné un cousin qui a été militaire en fait, enfin c'était le copain de ma cousine plus exactement et qui était au Liban en fait et alors, bon c'est le hasard des dates, mais on est en période, d'anniversaire de certains événements et il était au Liban quand il y a eu l'attentat du Drakkar et ça a été un petit peu la bascule pour moi puisque ce jour-là, je suis devant la télé avec mes grands-parents, je suis chez mes grands-parents et j'assiste aux premières images de ça et là, ce jour-là, bah, je vois ma grand-mère s'effondrer, pleurer, on a 58 morts et cetera et puis, en fait, quand je regarde mon grand-père et lui, il a une attitude très différente, il est très fier et je sens vraiment, ouais, de la fierté, de la reconnaissance dans ses yeux et ce jour-là, je me dis: «Waouh, ces gars-là, c'est des héros. Ils sont morts, mais c'est des héros et en fait, c'est ça que je veux faire» et je crois que c'est la première étape pour moi et après toute mon adolescence, j'ai grandi milieu sportif. J'aime les armes, j'aime le métier des armes et cetera. Je suis très attiré par police, gendarmerie, armée et cetera, mais je sais pas et j'ai un deuxième déclic, sortie de fac, j'ai 20 ans et bah, comme beaucoup de monde, j'assiste à l'intervention du GIGN sur, l'Airbus à Marignane et là, ce jour-là, je me dis: «Ouais, ben, c'est maintenant, hein». C'est vraiment ça que je veux faire hein, et c'est maintenant et ben, dès le lendemain, je prends les renseignements pour aller, devancer mon appel, puisque j'avais pas encore fait mon service national et il y avait encore le service national à l'époque et j'engage toutes les démarches pour devenir militaire. Et comment s'est fait le choix de devenir militaire parmi tous les corps d'État dont tu as parlé? Alors, il y a eu beaucoup de choses, c'est que d'une part, bah, le service, il fallait le faire dans l'armée et du coup, moi, j'ai dit: «Ben, moi, vous m'envoyez, en fait, là où c'est le plus dur». Alors, c'est vrai que j'étais assez élitiste même dans le côté, sportif, je Ok. voulais toujours être, je voulais être un peu le meilleur, être dans les trucs les plus tendances et cetera. Compétiteur. Très compétiteur, ouais et mais toujours dans une notion de collectif, en fait. C'est ça qui était un petit peu bizarre. J'aimais bien être dans le collectif, mais avoir un rôle à part dans ce collectif-là. Et du coup, bah, je demande le plus coté, le plus costaud et cetera et on m'explique au niveau du centre de recrutement que c'est les parachutistes, en fait, qu'il y en a très peu, et cetera. Donc je demande d'aller dans les parachutistes. À ce moment-là, pour moi, le top du top, c'est le 6e RPIMA qui est à Mont-de-Marsan parce que c'est le seul régiment d'appelés qui part en mission comme les engagés et cetera. Donc je me dis: «Je veux aller là-bas», mais tu choisis pas ton régiment. Donc je postule para, je fais une prépa para et cetera. Je sais que je vais aller chez dans les parachutistes, mais je sais pas où. Et quelques mois après, ben, je reçois, mon petit billet là où on a l'affectation et quand je l'ouvre, je découvre, 13e régiment de dragons parachutistes. Je n'en avais jamais entendu parler. J'ai même cru que c'était une blague pour tout te dire. C'est quand tu lis dragon sur un truc au départ, tu connais pas trop. Je me disais: «C'est quoi? C'est une blague?» et puis je m'aperçois que c'est Dieuze et Dieuze, bah, il me faut, C'est où?
Bah, il me faut un petit quart d'heure sur, alors il y avait pas internet comme maintenant, hein, tu bien. Donc j'ai sorti mon petit calendrier de la poste avec la petite carte de France pour regarder où c'était le 57 et je montais au fur et à mesure et plus ça allait, plus je transpirais jusqu'à trouver que c'était à côté de Metz et moi j'avais jamais quitté mon Lot-et-Garonne natal donc quand j'ai vu ça, j'ai changé de couleur et du coup je suis parti à Metz et en fait, l'histoire c'est que j'ai eu la chance parce que ça a vraiment été une réelle chance d'avoir été recruté pour servir en tant qu'appelé au sein de la DGSE et du coup j'ai découvert des choses, que j'imaginais pas et j'ai vécu une année, géniale Donc tu as fait et une ouais. année au service de la DGSE, c'est Ouais, ça? OK. ouais, j'étais appelé, on est en soutien, on n'est pas en opérationnel, hein, on est Ouais. pas de il y avait pas d'appelés qui partaient, sur des grosses missions, mais on était en soutien des opérationnels, on faisait beaucoup de choses et je me rendais pas compte à cette époque-là, mais j'avais déjà la chance de toucher à des choses que je ne reverrais pas dans l'armée, régulière et que je ne retoucherais pas, donc c'était vraiment chouette et parallèlement, en fait, j'avais fait différents concours, donc le concours d'inspecteur de police, concours, des sous-officiers de l'armée de terre, j'avais fait plusieurs concours comme ça et j'ai été reçu à celui de l'armée de terre, donc pour entrer en école de sous-officier. Donc à la fin de mon service, c'est posé la question, enfin même pendant mon service en fait, c'est posé la question de dire, comme j'étais assez bien coté, on va dire, enfin que ça se passait bien au niveau du régiment où j'étais, j'avais le choix entre m'engager dans ce même régiment, donc rester au sein de la DGSE et tenter de faire la formation qu'on appelle le 5e commando, donc la formation d'équipier commando là-bas, ou bah, le fait de quitter et de ne pas m'engager là-bas et de partir en école sous-officier parce qu'en restant à la DGSE, je ne serais pas passé sous-officier, je restais militaire du rang. Bah, là, ma vision de l'époque, et j'en avais pas tous les renseignements de maintenant, fait que je me dis, bah, une carrière de sous-officier, ça m'ouvre plus de portes, donc je vais basculer en école de sous-officier. Et du coup, j'ai enchaîné avec ces médecins, l'école de sous-officier, etc. Bien. Voilà. DGSE pour expliquer ce que c'est. Service secret français, et moi j'étais au niveau du service action, donc c'est un des une des unités qui sont, on peut dire, le bras armé des services de renseignement et des services extérieurs. Et donc école de sous-officier, Mmh. ça dure combien de temps, cette école-là? C'est 7 mois à Saint-Mexan pour le tronc commun, donc pour devenir un sergent, chef de groupe et derrière, en fonction des spécialités, en fait, tu pars en école, spécialité et là, bah, ça dépend vraiment de ta spécialité. Le mec qui est pilote hélico, il va avoir, je pense, à peu près 2 ans de formation. Celui qui est infanterie, il va avoir, 2 mois, 3 mois, 4 mois peut-être, hein. Moi, j'étais moniteur de sport, donc je suis parti pour, 8 mois, 8 ou 9 mois à l'école interarmée des sports où tu passes le brevet d'État et tu deviens moniteur, d'entraînement physique, militaire et sportif. Et à quoi consiste, ton parcours après, sortie de cette école? Alors après, sortie de Saint-Mexan, j'ai la chance de sortir major de promotion et on choisit en fait, dans l'ordre du classement. Donc tu as eu Donc du choix? et du coup, bah, voilà, mais dans ma spécialité, c'est-à-dire qu'on était 23, on avait 23 régiments. Je rêvais qu'il y ait une place au 1er RPIMA à Bayonne et il y en avait pas, mais j'ai eu la chance immense qu'il y ait une place au 3e RPIMA à Carcassonne et du coup, j'ai pu continuer dans les parachutistes et être dans ce magnifique régiment qui est le 3e RPIMA à Carcassonne. Donc à l'issue, on part là-bas et après je pars faire ma spécialité. Mais la particularité de l'armée de terre, c'est que tu as une spécialité, mais tu es avant tout un combattant. C'est-à-dire que tu dois être capable de partir à n'importe quel moment sur, la base de ton tronc commun, sur une mission, on appelait, Proter ou, TTA à l'époque. Un TTA on appelait nous et après je crois que c'est passé Proter. C'est-à-dire pouvoir partir chef de groupe, de combat. Donc tu es d'abord un chef de groupe de combat et après tu prends une spécialité. Donc moi quand je suis arrivé au 3e régiment, j'ai pas vu le bureau des sports tout de suite. Si je l'ai vu pour faire les papiers, mais je suis allé à l'unité combattante. Voilà, je suis d'abord allé à l'unité combattante, je suis allé à la 3e compagnie, hein, chez les Cobras et j'ai passé quelques années, j'ai fait l'instruction et avec la section que j'avais formée, je suis parti, en unité, de combat pendant, quelques années et en fait, j'ai rejoint après en 2e partie de carrière le bureau des sports. Et là, toujours pareil, en fait, on a une double spécialité, c'est-à-dire on a la chance heu, la majorité du temps, de faire le sport aux sections, aux gars du régiment, de les préparer pour les examens, d'avoir quelques équipes élites qu'on entraîne. Donc c'est hyper riche, hein. On va de la préparation physique, préparation mentale, à l'entraînement, physique généralisé. Enfin, on fait plein de choses. On s'occupe des équipes sportives du régiment et cetera, mais toujours avec régulièrement: «Tiens, on a besoin d'un chef de groupe», donc boum, tu pars sur le terrain, boum, ah tiens, il y a un départ, je sais pas, sur un camp, tu y vas, il y a un départ en opération, tu y vas. Moi, j'étais au bureau des sports quand, dimanche après-midi, j'ai reçu un coup de fil pour me dire: «Ah beh tiens,
alerte guépard est déclenchée, tu pars au Kosovo, par exemple. Donc il y a toujours cette double spécialité qui a été hyper riche et que j'ai eu la chance de connaître toute ma carrière. Il y a beaucoup d'acronymes dans l'armée de terre, Ouais, comme dans d'autres, ouais, sphères. beaucoup, beaucoup trop. RPIMA, est-ce que tu vas expliquer ce que c'est la particularité du troisième? Alors, régiment de parachutistes infanterie de marine, donc régiment de troupes de marine. Les troupes de marine, c'est ce qu'on appelle les marsouins, c'était ceux qui allaient sur les bateaux, à une époque pour partir en mission, mais ça fait partie de l'armée de terre, donc on est parachutistes, on est troupes de marine, mais on fait partie de l'armée de terre. Ça fait donc partie des quelques régiments de la brigade parachutiste. Donc c'est les gens qui alors aujourd'hui, ça a beaucoup évolué puisque tous les régiments sont très opérationnels. Moi, quand je suis arrivé au 3e régiment en 97, c'était un des seuls régiments pro et du coup, c'était le régiment qui partait en premier. Tu avais Mmh. le 3e régiment qui partait, tu avais le 8e régiment qui est le régiment frère qui est de l'autre côté de la montagne noire, hein, donc le 3 est à Carcassonne, le 8 est à Castres. C'est les mêmes missions, c'est les mêmes gars, ça tourne, c'est 2 super régiments. Tu avais le REP, le régiment étranger parachutiste, donc c'est le régiment parachutiste de la Légion. Et en fait, c'était beaucoup ces régiments-là qui partaient en premier, avec le soutien, qui sont pas loin ici, 35e RAP, donc artillerie parachutiste, pareil, qui est à Tarbes. Le RHP, les hussards parachutistes qui font la ROCO, etc. Et en fait, il y a des membres de ces personnels qui ont des spécialités, qui vont venir avec le régiment, mais c'est toujours ces régiments-là qui partaient en premier. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup plus de régiments opérationnels avec l'Afga et le Mali qui se sont développés. Tant mieux, je pense que le niveau opérationnel de l'armée française a fait un bond en avant depuis le début de l'Afghanistan, hein. De toute façon, c'est quand tu fais la guerre que tu progresses, hein. Mais c'était les régiments qui partaient tout le temps, donc c'était vraiment les régiments qui étaient adulés par beaucoup de monde et c'était les régiments où tout le monde voulait aller. Ça, c'est clair. Tu te souviens de ta première mission à l'étranger, j'imagine? Alors, première mission officielle, puisque bon, la partie DGSE, on n'en parlera pas. Ouais, c'est le Kosovo. C'est le Kosovo en 99 où j'ai eu la chance, en fait, de faire l'entrée au Kosovo. C'est-à-dire qu'on a été appelé, je me rappelle, j'étais sur une plage à Narbonne, quand je suis rentré, Un j'avais dimanche après-midi? ouais, c'est ça, dimanche après-midi. Et en fait, quand je suis rentré, j'avais des messages partout. Un message de ma mère, un message vocal de ma mère qui me disait: «Écoute, je comprends rien, le régiment m'a appelé. Tout ce qu'ils m'ont dit, c'est l'alerte a pété, il faut que tu rentres.» Je dis: «Ouh là, je crois que ça urge.» Et je suis arrivé au régiment et en fait, on a été mis en alerte. On était en alerte qu'on appelle guépard. C'est une alerte qui tourne dans l'armée. Et tu as des membres en alerte 12 heures, 24 et 48 heures. Et les alertes 12 heures, c'est-à-dire qu'en moins de 12 heures, tu dois être dans l'avion et prêt à intervenir. Et là, on était en 12 heures. Et on est parti en Macédoine pour se poser, pour se préparer. Et de la Macédoine, en fait, on a reçu l'ordre de rentrer au Kosovo et on va dire, accompagner le retrait des Serbes du Kosovo. Donc on est en juin 99 et du coup, je fais partie des premiers Français à mettre les pieds sur le sol kosovar. Où là, justement, on est typiquement dans le double emploi que je t'évoquais tout à l'heure, puisque je pars sur une mission opérationnelle comme ça. Mais pourquoi? Parce que aussi je suis moniteur de sport, je suis instructeur commando et que du coup, je pars en protection du chef de corps. D'accord. Tu vois, on allait prendre des spécialités pour pouvoir accompagner. Cette Et je double suis compétence, Ouais, c'est ça. Et j'avais passé en plus des diplômes de protection rapprochée quand j'étais à la DGSE. Et du coup, tout au long de ma carrière, je suis parti comme ça sur des missions de protection. d'accord. Ça a duré combien de temps au Kosovo? On est parti pour 3 semaines à l'origine. On nous a dit: «Vous préparez ça pour 3 Ça, c'est semaines.» sur le papier? Voilà. Et on est rentré au bout de 3 mois et demi, ouais. D'accord. Ouais, et en fait, une fois qu'on a eu accompagné les Serbes jusqu'au nord du Kosovo pour qu'ils rentrent en Serbie, on nous a installés à la frontière pour éviter toute incursion, etc. Et la réalité, c'est qu'on devait être relevé par les Belges qui ont mis un peu de temps à arriver. Et du coup, on est resté 3 mois, un peu plus de 3 mois sur place. Donc, ouais, c'était un peu complexe pour les affaires et tout ça, mais bon, belle expérience en tout cas. Kosovo, qu'est-ce que tu as appris de ces premiers, 3 mois et demi, dans cette première mission? Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris, même si j'avais beaucoup vu en école, la vie en communauté, c'est très différent quand tu te retrouves, sur un théâtre, hem, où tu pas chez toi. Les premiers mois au Kosovo, en fait, on n'avait pas on avançait tous les jours, en fait, hein. D'accord. On nous Il n'y prenait a en pas de point hélico. fixe, Ouais, on nous prenait en hélico, on faisait un bond de 2-3 kilomètres, on fouillait un village, on sécurisait. Quand c'était sécurisé, les blindés, le reste arrivait. Hop, on nous reprenait, on nous amenait et on a traversé comme ça tout le long. Donc en fait, on savait pas ce que c'était de dormir, dans un endroit fixe, et cetera. Donc, soit on dormait dehors, soit on dormait, dans des bâtiments encore réquisitionnés, et cetera. Donc j'ai découvert ce côté-là.
pour la première fois, je touche du doigt le fait d'être obligé de, faire confiance à celui qui est avec toi. En résumé, il te confie sa vie et tu lui confies la tienne. Mais on va dire ce qui est, on n'a pas tiré un coup de feu au Kosovo, hein, donc il y a eu des croix de guerre et cetera, mais il n'y a pas eu de coup de feu, donc par rapport à ce que j'ai pu vivre dans d'autres pays, c'était finalement assez calme, on va pas se voiler la face. Mais n'empêche qu'il y avait la tension, la pression qu'on peut ressentir dans ces moments-là de se dire: «À tout moment, ça peut partir». Et il y en a qui ont vécu un peu après nous, sur le pont de Mitro et cetera, des événements qui étaient très compliqués, ils se sont fait tirer dessus et cetera. Donc nous, on l'a pas vécu, mais on sentait cette pression-là. Donc compter sur l'autre déjà, ça a été, la première expérience. La deuxième expérience que j'ai beaucoup appris, c'est que je me suis vraiment, c'est le premier conflit qui m'a vraiment remis à ma place. C'est-à-dire qui m'a appris un peu la relativité. C'est-à-dire que, j'ai vu pour la première fois, la misère qu'on peut rencontrer dans les états de guerre. J'ai vu, une partie, alors je pensais que c'était le pire qu'on pouvait voir de la part de l'humain. Je comprendrai un peu plus tard dans ma carrière que non, on peut voir bien pire. Mais j'ai vu des choses qui te marquent et qui te montrent que l'humain peut aller loin dans la connerie et dans le côté horrible, hein, donc de s'en prendre aux enfants. On a trouvé des charniers, j'ai vu la misère et ça te remet, en fait, quand tu rentres, tu te remets et tu te dis: «Ouais, enfin, on est pas mal là où on est». On est pas mal du tout et on va peut-être apprendre à se satisfaire de ce qu'on a et on va peut-être apprendre à relativiser les petits bobos de tous les jours et les petits soucis de tous les jours. Et ça m'a beaucoup servi, alors le Kosovo, mais beaucoup plus encore l'Afga qui m'a marqué encore plus plus tard, mais dans le milieu de l'entreprise, hein, que tu évoquais tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire que, en fait, toutes ces choses-là que j'ai appris, c'est des choses que j'applique tous les jours dans l'entreprise, tous les jours. Tu parles que ça te marque, mais est-ce qu'aussi tu as vécu ce dont on parle malheureusement, qui n'est jamais gai, la partie post-traumatique? À l'époque déjà, peut-être qu'il n'existait pas aussi les SAS comme c'est plus, le cas récemment? Ouais, le Kosovo, en fait, on n'a pas parlé de choc post-trau, en fait, mais tout ce qui est post-traumatique, on a commencé à en parler après l'Afghanistan. Mmh. L'Afghanistan, c'est un théâtre très particulier, en fait, parce que il y a aucun moment où tu relâches. C'est-à-dire que quand tu es en opération, tu sais que tu risques ta vie tout le temps, entre les mines, les embuscades, les tirs. T'as pas l'initiative du combat en Afghanistan, très rarement. Donc tu dois le subir. Tu sais pas quand c'est que ça va arriver. Tu sais que ça va arriver, mais tu sais pas quand ça va arriver. On n'avait pas cette pression au Kosovo, en fait. Je l'ai pas ressenti de la même façon toujours. Quand on était au camp, au Kosovo, quand on rentrait, sur une base ou qu'on se mettait dans un bâtiment, on mettait en place une garde et on se sentait pas agressé. En Afghanistan, même, au camp, tu pouvais prendre des mortiers, tu pouvais prendre des trucs sur la tronche, donc ça, c'était très lourd. On parlait pas de choc post-traumatique à cette époque-là, mais comme on n'en parlait pas sur les conflits d'avant, hein, Mmh. moi, j'ai partagé, beaucoup j'ai eu beaucoup d'échanges avec des gens qui avaient fait, par exemple, le Rwanda en 92 ou en 93. Ces gens-là, on leur a jamais demandé comment ils allaient, quoi. Alors que le Rwanda, quand tu y réfléchis un peu avec un peu de recul, c'est de mémoire, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 800 000 morts en 3 semaines, la majorité à la machette, hein. Autant te dire qu'ils ont vu des trucs, moi les mecs me disaient des fois ils prenaient la route le matin dans le brouillard, ils roulaient presque sur les corps, quoi, hein, donc c'était et on leur en a pas parlé. Aujourd'hui, alors oui, tu parles des SAS, moi-même pour l'Afghanistan, on n'avait pas encore les SAS, hein. Les SAS, décompression ont été mis en place, je pense, après mon mandat, donc ils ont dû être mis en place en 2009 ou 2010, un truc comme ça. Nous, on n'avait pas ça, hein. Mmh. C'était ça ce qui était très c'est d'ailleurs, en fait, qui est hyper complexe. C'est-à-dire que moi, si je prends le cas de l'Afghanistan, le vendredi soir, je suis sur une montagne, en opération. Le samedi, tu réintègres ton matériel. Le dimanche, tu es sur le canapé avec tes enfants, hein. Complexe, hein. Ouais. Humainement complexe, complexe pour le cerveau, complexe pour beaucoup de choses. C'est pas la meilleure approche. Je sais qu'il y a notamment les SAS n'ont pas toujours été très bien vus par les gens qui le vivent parce qu'ils ont l'impression qu'on leur enlève, Quelques 3 jours, ouais. jours, avec leur famille, qu'on repousse, ce qui est quelque part pas le cas puisque c'est que ça fait partie du mandat. Mais je peux comprendre qu'on le vive comme ça. Par contre, moi, j'ai jamais vécu, mais je peux comprendre qu'on le vive comme ça. Mais je pense que ce SAS-là, il est pas mal du tout. Il est important. L'Afghanistan, ça a été ta seconde opération? Non, non, non. Tu fait quoi? Entre-temps, j'ai fait Djibouti. Après, j'ai fait des missions un peu moins compliquées, comme La Réunion, des choses comme ça. Après, il y a plein de pays en Afrique où on va, comme le Gabon, des choses comme ça, où c'était plus tranquille, on va dire ça comme ça. Mais après, par contre, c'est la deuxième grosse OPEX que je fais, une grosse opération. On dit OPEX, opération extérieure. Tu vu, j'ai pris le pli. Navire.
Et, Ouais, deuxième grosse opération extérieure. Ouais. et l'Afghanistan, ça a démarré quand? Bah, l'Afghanistan, le conflit a démarré on va dire, il y a longtemps. Les Français ont commencé, les premières missions ont commencé début des années 2000, mais c'était que les forces spéciales qui allaient pour la formation, etc. Euh, Moi, j'y suis allé en 2008. À partir de 2006, c'est monté un petit peu en puissance et c'est vraiment, nous on arrive, moi je suis sur l'opération OMLT en fait, Operational Mentoring Liaison Team. C'est une opération qui était un peu à part, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas vraiment partie des forces françaises. On dépendait, il y avait les Français et les Américains qui faisaient ça. On était des petites équipes injectées dans l'armée afghane en fait, carrément pour les mentorer, pour les accompagner. Donc si tu faisais un mandat hiver, tu avais de fortes chances de faire beaucoup de formations parce que, avec la météo, et cetera, très peu de sorties. Nous, on était sur un mandat été, donc en fait, tu fais un peu de formation et tu les accompagnes au combat. Le but, c'est de les mentorer. Donc, tu es dans ce qu'on appelle les kandak, c'est sections, mais en afghan. Et puis, bah, par exemple, moi, l'autorité que je protégeais, parce que c'est pareil, j'étais en protection d'une autorité, elle mentorait le chef de corps d'un régiment afghan. Après, on avait un spécialiste trans qui allait mentorer le responsable trans, un artilleur qui allait, tu vois, et ça fonctionnait comme ça. En Ouais. fait, chacun allait mentorer, mais ça veut dire que sur le terrain, tu pouvais avoir une section afghane de 30 ou 40 bonhommes ou une compagnie d'une centaine de bonhommes et tu allais être 5 Français au milieu, C'est quoi. ce que je voulais te dire. Ah ouais, ouais, C'est non, très particulier. oui, c'est très particulier. C'est très particulier. L'esprit de corps et de frère d'armes, il est encore plus fort, Et peut-être. alors, en fait, ce qui est un peu complexe, c'est que les gens, les Français qui sont avec toi, tu sais qu'ils sont formés de la même façon que toi, hein, tu sais alors, tu sais jamais trop comment ils vont réagir au combat, mais tu as confiance, quoi. C'est des mecs avec qui tu as fait un an de préparation. Enfin, moi, j'avais 100% confiance dans tous les mecs qui étaient avec moi. J'allais dire, sauf peut-être mon chef, mais je vais pas le dire. Mais c'est tous les, tous les autres, j'avais 100% confiance, tu vois. Quand tu es sur le terrain avec les Afghans, tu sais que c'est hyper infiltré par les talibans. Tu sais que les mecs, bah, ils sont payés un mois sur 5, ils n'ont pas d'argent, et que si quelqu'un arrive les sous-doigts, et bah, tu sais que ça, ils peuvent faire n'importe quoi. On avait eu plusieurs exemples d'Afghans qui s'étaient retournés contre les forces étrangères. Il y avait eu plein de trucs comme ça, donc tu as moins confiance. Enfin, quand tu as ta première embuscade, Heu, tu sais qu'il y en a qui vont, réagir et puis tu sais qu'il y en a qui partent derrière, quoi. Donc ouais, c'est particulier, mais c'est franchement la plus belle mission que j'ai faite. Ah oui. Mais comme l'Afghanistan est le plus beau pays que j'ai vu, mais le pays aussi le plus exigeant, c'est le pays des extrêmes, l'Afghanistan. Mais dans tous les domaines, c'est incroyable. Tu as des -40 ou des -30 ou pas -40, j'exagère, -30 sur les montagnes afghanes l'hiver et tu as moi je suis descendu à Kandahar, on avait des +50 à l'ombre. Voilà, c'est des trucs, tu bois 12 litres d'eau, pour faire chauffer ton plat, tu as pas besoin de four à micro-ondes, hein, tu le poses dehors, il chauffe tout seul. Tu poses une bouteille en verre, tu remets 8 jours après, elle a fondu, quoi. Donc, un peu comme à Djibouti, ça, c'est les gens, on a des gens à nord, mais ils sont toujours dans l'extrême, en fait. Il y a pas de mesure, il y a pas comme en France, il y a pas de, De retenue. il y a Et de 0 bord. retenue. Hem, Ils sont très différents parce qu'ils répondent pas au même code que nous. Alors, sans aucun, enfin, c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, c'est juste que là où nous, on va répondre à une loi, on va s'appuyer sur des lois, on va s'appuyer sur des hommes de loi, on va s'appuyer sur des choses comme eux, en fait, la seule chose qui compte, c'est le code Pashtun, en fait. Donc c'est en fait, c'est le code de la principale tribu d'Afghanistan, et qui vont s'appuyer que là-dessus. Tu peux avoir toutes les règles que tu veux, quoi. Si le chef du village donne un ordre ou émet un souhait, les gens du village vont être prêts à mourir pour faire appliquer ce souhait. Par exemple, ça ressort très bien dans un film qui est très connu, qui a été fait, qui est basé sur le livre Lone Survivor, qui est de l'équipe de Navy Seal américain qui s'est fait repérer, qui a été pris en une embuscade. Ils étaient allés pour repérer un chef taliban. Sur les 5, il y en a 4 qui sont morts et le dernier survivant, il a réussi à rejoindre, c'est lui qui a écrit le bouquin. Et elle s'appelle Du sang et des larmes en français, le film. Et on le voit très bien dans ce film-là où, en fait, quand il arrive, il demande. Donc, on a une phrase qu'on avait tous appris en Afghanistan, qui est issue du Coran et du code Pashtun, où, en fait, tu demandes la protection du chef du village. Si le chef du village décide de te donner la protection, le village est prêt à mourir pour te protéger. Et dans ce film, on voit bien qu'en fait, le chef du village accorde sa protection à l'Américain et le village se retrouve à s'opposer aux talibans pour sauver l'Américain.
sachant que derrière, en fait, dès que les Américains seront partis, ils vont Ouais. ramasser, hein. Voilà. Et donc, tu vois, ils raisonnent très différemment et ils sont attachés à certaines valeurs très différentes des nôtres, mais qui font qu'ils sont prêts à beaucoup donner. Donc, c'est vraiment l'extrême. Tu es resté, tu as fait plusieurs OPEX en Afghanistan? Je suis allé qu'une fois. Qu'une fois? Non, D'accord. ça suffit. Et, et la matière est particulière. Mais effectivement, il t'est arrivé un drame absolu là-bas. Est-ce que tu peux expliquer cette journée, ce qui t'est arrivé Ouais, en ouais. Afghanistan? On m'a replanté le contexte, hein, si tu veux bien. Exactement. D'abord, c'est en fait, donc ça fait quelques mois qu'on est là-bas. Donc, mission OMT, comme je te disais. Et donc, on est au mois d'août, sauf que début août, là-bas, en fait, il y a la fameuse embuscade de la vallée d'Ouzbine, donc qui reste dans la mémoire de tout le monde, où on perd 10 soldats du 8e RPIMA dans une embuscade montée par talibans et soldats étrangers. Euh, En résumé, ils partent sur une reconnaissance de la vallée d'Ouzbine, hein, donc ils, ils franchissent Sperkunduz et puis ils vont aller ils doivent aller sur le mouvement de terrain et bah, il y a 200 talibans qui leur tombent dessus, ils sont 30. Chef de section de l'époque est un mec avec qui j'étais chef de groupe au 3, qui avait basculé au 8, tu vois, quand on parle des régiments verts, voilà, c'est exactement ça. Section de jeunes, il y a 10 qui meurent, 21 blessés, donc gros bilan, et c'est la première fois qu'on a autant de morts en Afghanistan. Et enfin, c'est la première fois qu'on a autant de morts depuis très longtemps même, hein, d'ailleurs, pas que en Ouais. Afghanistan. Derrière ça, si tu veux, l'armée décide de reprendre l'initiative, ce qui est une très bonne chose. C'est-à-dire qu'on reçoit pas mal d'ordres pour dire que maintenant, il faut aller taper tous ceux qui ont monté ça, qui ont monté cette opération-là, et qu'il faut reprendre l'initiative du terrain. Donc, beaucoup d'opérations sont montées, et du coup, nous, avec l'armée afghane, on va aller monter pas mal d'opérations. Donc, le but étant de neutraliser les gens qui ont fait cette opération-là. Les Américains, les Français et les Norvégiens avaient déjà fait pas mal de dégâts parce que on n'en parle pas trop, mais quand ils ont basculé de l'autre côté de la vallée, en bas, il y avait les Américains et les Norvégiens qui les attendaient, donc il y avait déjà eu pas mal de dégâts. Mais on mène plusieurs opérations pendant une quinzaine de jours et on leur fait mal. C'est vrai qu'on démantèle et on a du renseignement qui dit qu'ils veulent reprendre l'initiative et ils se sont aperçus qu'en tapant du français, c'est beaucoup plus porteur qu'en tapant de l'américain, si on peut dire. C'est-à-dire quand ils tuent un Américain, 2 Américains, 10 Américains, ça passe comme ça et voilà. Là, ils ont tué 10 Français. Il y a le président Sarkozy qui est venu, il y a eu beaucoup de pubs. Ils se disent: «Ah, ça nous fait une bonne pub». Ouais, Donc ça a donné de l'importance à l'événement. exactement. Donc ils veulent retaper du français. Donc ça, on a le renseignement. On reçoit des messages qui nous disent: «Attention, Vous êtes ciblé. on sait qu'il y a des attentats suicides de prévus, on sait qu'il va y avoir des attaques contre les Français, etc.» Et nous, ce jour-là, en fait, exactement la veille, donc logiquement le 29 août, on doit aller à une réunion avec le général à Kaboul. Et comme il y a eu des événements sur la journée qui font qu'on n'a pas pu partir à l'horaire prévu, on prévoit de partir en fin d'après-midi. Et là, en fait, en dernière minute, le colonel dit on va partir maintenant, c'est nuit dans 1 heure, c'est trop dangereux, on part pas maintenant. On n'aime pas trop se retrouver dehors à tomber de la nuit, quoi. Donc on annule le départ. Là, on voit que l'interprète est un peu chamboulé, mais bon, on dit rien, quoi. Et il n'arrête pas de venir me demander: «Ouais, mais alors on a tous un interprète», enfin tous un interprète, on a un interprète par véhicule, enfin par mission et cetera, toujours un interprète pour faire le lien, anglais, afghan ou français afghan. Lui, en l'occurrence, c'est anglais plutôt. Et donc on lui dit: «Ben, on ne sait pas, on va voir quand est-ce qu'on part, c'est repoussé» et cetera. Et le lendemain matin, en fait, on dit: «Bon, on y va». Et au moment où on part, l'interprète dit: «Ah, j'ai un problème, ma fille va pas bien, elle est malade, il faut que j'aille la voir, je viens pas avec vous». On se dit: «Bon, on part au camp français, donc l'interprète, il va pas nous servir à grand-chose, c'est pas grave, tu viens pas». Et on part, donc on part, en casse comme ça, on part en convoi. Donc il y a un véhicule de VAR en ouverture, donc c'est un VBL, un véhicule blindé léger. Donc lui, généralement, il roule sur la route avec la mitrailleuse dans l'axe et il fait garer tous les véhicules et on fait stopper tous les véhicules quand c'est comme ça pour éviter les soucis. Nous, on est en deuxième position avec l'autorité que je protège. Et derrière nous, on a un véhicule de l'avant blindé, qui est un véhicule un peu plus costaud, où ils sont 4, où il y a un armement un peu plus lourd, hein, une 12-7, etc. Et ils nous suivent, donc on a un convoi comme ça. On rentre sur Kaboul, et à un moment donné, sur la route, tous les véhicules sont garés. Et au moment où j'arrive, il y a un véhicule qui redémarre et qui avance vers nous. Donc moi, par réflexe, nous, on est en plus légèrement en pente, lui, il a monté. Je mets un coup de volant pour éviter.
Mais quand je dis pour l'éviter, c'est vraiment pour éviter l'accident, hein. Ouais, Je pense à rien d'autre à ce moment-là. Sauf qu'au moment où je l'évite, ben, en fait, l'impensable se produit. On a une explosion monstrueuse, un souffle qui est indescriptible, une boule de feu immense qui se crée. Le véhicule est bahuté de tous les côtés. Le véhicule fait 4,5 tonnes, hein, et il est soulevé par ouais. le souffle. Donc j'essaie de garder le véhicule sur la route. En fait, c'est vraiment le chaos, c'est indescriptible. Quand tu demandes aux gens qui étaient avec moi, ce jour-là, ils te disent, en fait, tout d'un coup, tu passes du calme au chaos, ça part en tous les sens, il y a des trucs qui retombent de partout, la boule de feu, le et moi, je sais pas l'expliquer. Si, aujourd'hui, je sais l'expliquer, justement. Moi, à ce moment-là, en fait, je le vis très différemment. C'est-à-dire que moi, tout ça, je le vis au ralenti. Et vraiment, je le vis au ralenti. Alors, les médecins m'ont expliqué plus tard, hein, ils appellent ça, il y a 2 noms là-dessus, ils appellent ça le phénomène de dissociation ou de distorsion. C'est qu'en fait, notre cerveau, quand il est en état de stress intense ou en état de danger, notamment quand il sent qu'il peut mourir, il va en fait, dissocier les événements du temps. C'est-à-dire que lui, en fait, il va ralentir le temps de ce qu'on vit. Donc moi, quand je parle de cet événement-là, je suis capable de décrire, j'allais dire seconde par seconde, oui et non, parce que ça a duré quelques secondes, mais c'est même plus court que ça, mais je suis capable de tout décrire très en détail. Et ça m'a valu pas mal de soucis d'ailleurs quand il a fallu, décrire ça auprès des gendarmes, parce que je leur ai donné tellement de détails qu'ils finissaient par plus me croire. Là où j'allais dire, en fait, donc quand on est arrivé, j'ai vu le véhicule approcher et j'ai commencé à voir le véhicule se soulever de l'arrière. Donc la charge était à l'arrière. Ouais. Donc le véhicule a commencé à se soulever de l'arrière. Je vois le visage de celui qui conduit. Donc je l'ai décrit. J'ai expliqué que c'était un jeune, pour moi moins de 25 ans, qui était rasé de près. Personne ne m'a cru. Tous les talibans ont la Ouais, parole. ouais, c'est vrai. J'ai dit non, il était rasé de près. Non, c'est pas possible. Si, il était rasé de près. J'arriverai à prouver un peu plus tard. Je t'expliquerai que j'avais raison. J'ai mis à avoir raison. Donc le véhicule s'est soulevé de l'arrière. Je vois la boule de feu se créer. Et je vois cette boule de feu grossir, grossir, grossir. Et en fait, je la vois en fait tellement grossir qu'elle va venir vers le véhicule. Enroulée avec les trappes ouvertes. On a des trappes en haut. Au-dessus, hein. Ouais, il faisait tellement chaud qu'on était obligé. Donc, je vois cette boule de feu rentrer dans le véhicule, en fait. Je sens la chaleur augmenter, mais en une fraction de seconde, il fait une chaleur intenable dans le véhicule. Je commence à voir la fumée qui englobe, en plus de cette boule de feu, il y a une fumée noire, vraiment qui, quand on utilise le terme te pénètre, c'est exactement ça. C'est-à-dire quand je la respire, je sens qu'elle rentre à moi, qu'elle me brûle les poumons. Je sens presque qu'elle passe à travers, quoi. C'est entre le mélange de feu, de fumée, donc je commence à avoir du mal à respirer. Par réflexe, j'ai la bouche ouverte. Alors, par réflexe, c'est aussi parce qu'on apprend à le faire, hein, pour éviter certains dégâts de surpression. Donc, j'ai la bouche ouverte, donc j'ai tout ça qui rentre. Je commence à avoir des bouts qui commencent à retomber à l'intérieur du véhicule. Donc, je prends des bouts de métal qui se plantent dans les avant-bras, etc. Et moi, à ce moment-là, donc le véhicule est bahuté dans tous les sens avec le souffle, donc je sens le véhicule bouger. Et moi, j'ai qu'une obsession, c'est garder j'allais dire ce putain de véhicule sur la route, en fait. Parce que je sais que de chaque côté de la route, il y a un grand fossé, pour pas dire un ravin, et que si on part là-dedans, on va faire Ouais. des tonneaux et c'est fini. Donc, j'ai qu'une obsession, donc je me crispe sur le volant et je me dis: «Faut rester tout droit», et j'essaie de maintenir le véhicule dans l'axe. Mais il faut se dire que j'ai zéro visibilité, je vois pas de mètres. La fumée est tellement noire, plus la boule de feu, plus tout ce que tu veux, plus le souffle, plus, en fait, je vois rien. Mais je me dis: «Faut que je le garde». Donc je me crispe et puis, bah, au bout de quelques secondes pour moi, mais le temps réel, je sais pas, là, le jour revient. Parce que vraiment, j'ai cette sensation d'être passé, Avec la fumée noire, mais ouais. de la nuit au jour, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, j'y vois rien. J'ai juste cette sensation de chaleur, cette odeur qui m'est restée, mais j'allais dire des années, mais je l'ai encore, en fait. Il m'arrive de me réveiller avec cette odeur-là. L'odeur du cramé, de l'huile, comme quand on fait brûler de l'huile, plus l'explosion, enfin, tout ça, en fait, c'est une odeur très particulière que j'ai gardée pendant des années et il m'arrive encore de me réveiller avec. Et puis au bout d'un moment, le jour revient et là, je me dis: «Bon, c'est bon, je peux arrêter le véhicule». Et là, j'appuie sur le frein et là, je me dis: «Mais en fait, il y a rien qui va répondre, non, c'est pas possible avec ce qu'on vient de me prendre dans la tête, c'est pas possible». Et en fait, à ma grande surprise, ouais, si, quand j'appuie dessus, en fait, le véhicule, ralentit, je freine, on s'arrête et là, je me dis: «Ouf, on est toujours là, quoi». Là, Vous êtes j'éteins vous étiez quoi, 4 dans le et véhicule? dans le véhicule, on est que 2 en fait. 2?
Ouais, il y a Ah, il y a il y a un véhicule que toi devant avec 2 personnes, que toi et un véhicule l'autorité. derrière avec Ouais, 4 personnes et dans mon véhicule, d'habitude, on est 3, c'est-à-dire avec le l'autorité, conducteur. moi et l'interprète et bah, là, on est que 2. Et à ce moment-là, en fait, justement, ben, je descends du véhicule. Alors là, on a un réflexe, opérationnel qui s'appelle de faire le 5-25. En fait, on apprend, quand on descend d'un véhicule, d'abord à regarder au sol s'il n'y a pas des mines. On fait le tour 5 mètres autour du véhicule et quand ces 5 mètres sont sécurisés, en fait, on fait un escargot jusqu'à 25 mètres pour sécuriser, pour être sûr qu'il n'y a rien autour. Donc je commence à faire ça et au moment où je fais ça, je regarde l'autorité et en fait, je vois que ses lèvres bougent, mais que je l'entends pas, en fait. Et parce que juste avant de le regarder à lui, quand je sors de ce véhicule, ce qui me choque, ce qui me marque, c'est ce passage du chaos au calme, mais un calme, c'est en fait, c'est le silence complet. Il y a plus un bruit. Assourdissant. Ah ouais, mais presque divin, tu vois? J'allais Mmh. dire, presque divin. Tu es là, tu viens de vivre un truc monstrueux, rien que de dire, j'ai des frissons, quoi. Et là, tu arrives et là, c'est le silence. Le jour qui est revenu. Le soleil, donc on est au mois d'août en Afghanistan, donc autant te dire c'est 50 degrés, grand soleil, machin, et cetera. Pas un bruit, un calme, je vois rien bouger, je vois et là et je me tourne et je vois donc l'autorité et je vois qu'elle parle, mais que moi j'entends rien et je comprends qu'en fait, c'est pas du tout calme. C'est toujours le chaos. Et là, je réalise, en fait, je commence à réentendre les bruits. Donc, j'entends que ça klaxonne, que les véhicules partent dans tous les sens. Il y a encore des bouts de métal qui retombent encore. Et puis là, je commence à entendre les bruits. Je comprends que lui, il est en train d'hurler, que tout le monde parle, etc. Et qu'en fait, c'est toujours le chaos. C'est juste que moi, ça m'a donné une petite parenthèse, si je peux dire, où je suis sorti de là. Et c'est 2-3 secondes. Moi, je vis vraiment presque comme un signe, tu vois. Ouais. Ça a été, j'ai vécu le truc hyper intensivement. Et là, c'est, allez, je te donne 2-3 secondes, tu vois, comme s'il y avait un truc au-dessus Ouais, qui dit, limite de allez, plénitude, quoi. je te donne 2-3 secondes de calme, voilà, parce que derrière, il va falloir assurer. Donc, et là, j'ai vécu ces quelques secondes. Et pour moi, si tu veux, ça a duré 2-3 minutes, ça. Et quand tu parles avec ceux qui ont fait derrière des témoignages et qui ont rempli les documents et qui racontent, les gars qui étaient avec moi, ça a duré 4-5 secondes, en fait. Mais moi, c'est tout au ralenti. Mais un ralenti, j'étais capable de tout décrire. Quand j'ai dit aux gendarmes, quand j'ai décrit, je te parlais tout à l'heure, le visage du suicidaire, en fait, hein, celui qui s'est fait sauter, ils ne me croyaient pas. Mais il se trouve qu'après un attentat comme ça, tu as une enquête. Et ils ont fait des photos de tout. Et le, le- le terroriste, hein, c'est un terroriste, hein, on a retrouvé 2 choses de lui. Un bout de pied de 5 centimètres. Il avait toute la charge derrière, d'après l'enquête, bizarrement. Et en fait, le souffle l'a complètement pulvérisé. Il est resté un bout de pied de 5 centimètres. Et au souffle, en fait, son masque, c'est-à-dire son visage s'est décollé et est venu se coller sur le moteur. Et si tu veux, moi, j'ai vu le rapport d'expertise. Et il y a une photo où tu as le masque collé sur le moteur. Comme si le mec avait Mmh. imprimé une photo. Et là, on voit très bien qu'il est rasé de près. Donc, j'ai pu aller voir le gendarme en question et lui dire que ça serait bien quand il y a des gens comme ça qui les croient. Parce Mmh. que il y a bien une chose dont on n'a pas envie et que je revivrai tout au long des années suivantes sur les expertises médicales, sur tout ça, c'est de mettre en doute la parole de celui qui a vécu un événement comme ça. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce que ça peut amener et ce que ça peut briser chez la personne qui raconte. En fait, c'est généralement pas très facile de raconter. Ouais. Et moi, il m'a fallu des années pour en parler sereinement. Le fait de ne pas être cru, en fait, c'est très compliqué. Et justement, dans cette période-là, donc les secondes qui ont suivi, Ouais, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Parce que tu avais donc les personnes à l'avant, à l'arrière, ouais. elles sont venues sur toi. Et à quel Non. moment, toi, tu Ah, t'es analysé? Parce ouais, que tu regardais les autres autour de ouais. toi, mais à quel moment tu t'occupais de toi? Moi, j'ai mis longtemps à me regarder. Ouais. J'ai mis longtemps à me regarder. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ces moments-là, en fait, tu as les réflexes qui viennent et c'est là que tu comprends. En fait, peut-être qu'à ce moment-là, ou avec le recul, je ne sais pas si j'ai compris sur le moment ou avec le recul, mais peut-être que j'ai compris. Donc là, je devais avoir 12 ans de service, hein. Et j'ai peut-être compris les 12 ans que je venais de passer, en fait. Parce que là, il se passe quoi? Il se passe que la mission prime, hein. La mission prime sur tout. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est tes réflexes qui prennent le dessus. Moi, ma mission, c'est la protection de l'autorité. Tu t'occupes de Les l'autre. autres ont leur mission. Donc, moi, la première chose, c'est que je prends des infos sur la personne que je protège. Je vois qu'elle a été secouée.
Alors, qu'elle est un peu légèrement brûlée. Elle est un peu brûlée au cou parce qu'elle était à l'extérieur. En fait, elle était en trappe, elle était à l'armement extérieur. Et ça a beau être une autorité, dans ces cas-là, Ouais. ils sont à l'armement comme les autres, hein. Donc, la trappe était ouverte. Donc, lui, la boule de feu, il l'a prise. Moi, j'étais dedans. Moi, elle est rentrée. Lui, il l'a prise. Alors, et du coup, il a pris beaucoup moins le souffle que moi, puisque moi, le souffle a créé une surpression à l'intérieur du véhicule que lui n'a pas vécu. Par contre, lui, il a pris la brûlure. Donc, il a été brûlé au cou, etc. Au choc, il est tombé à l'intérieur du véhicule. Et je vois qu'il est sonné et qu'il n'est pas forcément, j'allais dire, en capacité de décider, quoi. Il a été très, très, très secoué. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu fais un tour d'horizon. Donc moi, je fais un tour d'horizon et je vois que bah, devant, les mecs ont sauté du véhicule, sont en train de sécuriser leur zone. Derrière, les mecs ont sauté du véhicule, sont en train de sécuriser leur zone. En résumé, chacun fait son job. Et là, c'est bien parce que tu te dis, OK, les mecs, ils ne sont pas laissés submerger. C'est nickel, ils font leur job. Donc parfait. Moi, le mien, c'est d'abord de rendre compte, de faire remonter l'information de ce qui vient de se passer. Sauf que mon véhicule a tellement pris le souffle Il y a plus que de la radio. radio marche plus, il y a plus rien, les antennes sont je ne sais pas où. Pour te donner un peu un ordre d'idée de la force de l'explosion, les experts vont évaluer à 80 kg la charge explosive dans le véhicule. C'est de quoi tomber un immeuble, Ouais, c'est énorme. concrètement. Et pour te donner un ordre d'idée de ce que ça fait, il y a un trou dans la route qui sera mesuré à 1,80 m par 1,60 m sur 40 cm de profondeur. Et ils vont retrouver le moteur et la carcasse à 47 et 62 mètres du lieu d'explosion. C'est-à-dire qu'en fait, le moteur à l'explosion est parti vers l'avant, a tapé le VAB, a découpé le VAB sur le côté, a crevé les deux De pneus. devant, le véhicule blindé. De derrière, celui qui était derrière Ah, moi, d'accord. le gros véhicule. Donc c'est parce qu'en fait le véhicule était comme moi, j'avançais comme ça et lui était comme ça. Donc à l'explosion, tout est parti vers l'arrière. Le moteur en fait a tapé le VAB, a découpé le VAB, il y a la trace sur tout le côté du VAB, a crevé les pneus et on le retrouve à 47 mètres. Et la carcasse à l'explosion, en fait, passera, d'après les experts, au-dessus du VAB. C'est-à-dire que dans le VAB, il y avait un mec en trappe à l'extérieur à la mitrailleuse qui a fait ça pour se protéger. La carcasse est passée au-dessus de lui. Il a dit dans le témoignage qu'il avait entendu un truc siffler Ouais, au-dessus de le lui. souffle. Eh ben, c'était la carcasse du véhicule. La carcasse s'était retrouvée à 62 mètres. Pour donner un Jour truc de chance pour lui aussi. Exactement. Exactement. Et du coup, ben, moi, je descends et bon, pas de radio. Donc, je cours au véhicule de derrière, je suis au mon blindé pour prendre la radio. Et je rends compte du coup qu'on vient de vivre donc un attentat suicide, on appelle ça un SVBED, qu'a priori tout le monde va bien, qu'on n'a pas de blessés graves, que les véhicules sont endommagés, mais que je pense qu'ils sont roulants, etc. Enfin, je donne des informations qu'on est censé donner. Et là, les autorités m'annoncent la QRF, Quick Reaction Force, en fait, c'est une section qui est d'alerte et qui est capable d'intervenir en renfort quand il y a un événement comme ça. Sauf que nous, à ce moment-là, QRF, elle est basée à Dops, qui est un camp un peu plus loin. Et c'est ce jour-là, c'est le hasard, hein, mais ce jour-là, c'est une section de renfort qui doit être créée par l'état-major. Donc, au moment de créer la section, il faut qu'ils aillent chercher les mecs dans tous les bureaux, etc. Donc, ils m'annoncent un renfort à 40 minutes. Donc, départ 40 minutes, plus le temps de venir, etc. Mmh. Moi, à ce moment-là, je dis, mais en fait, Une éternité. 40 minutes ici, on ne peut pas rester là 40 minutes. Pourquoi? Parce qu'on sait que généralement, après un attentat comme ça, derrière, il y a une embuscade qui est montée pour finir le travail, si je peux dire. Soit sur le coup, soit après. Des fois, c'est juste après. Des fois, s'ils attendent que les renforts arrivent ou que les ambulances arrivent, etc., pour retaper quand il y a Ouais. tout le monde, faire un plus gros bilan. On sait ça. Et à ce moment-là, il faut prendre des décisions, quoi. J'ai la sensation que l'autorité n'est pas capable de les prendre. C'est pas une critique, hein. Elle a pris un gros choc. Et donc, il faut prendre les décisions. Et donc là, moi, je prends la décision de faire repartir tout le monde. On a les roues crevées au VAB, mais on sait qu'il peut rouler avec les 4 pneus crevés. Là, il en a 2. Donc, c'est bon, on sait qu'il peut rouler. On roulera doucement, il peut rouler. Moi, je pense que si on reste sur place, on va prendre une embuscade. Donc, il faut qu'on parte. Il faut partir, mais pour aller où? Donc, on dit, bah, soit on fait demi-tour, on retourne d'où on vient. 2 heures de route, pas la peine. Soit on va au camp français, il faut traverser tout Kaboul, trop dangereux. Et du coup, j'ai décidé d'aller à Dops. Donc, c'était la base arrière qu'on avait eue en arrivant, nous, et d'où devait partir la Quick Reaction Force. Et je me dis, bah, s'ils partent, on va les croiser, et on prendra du renfort. Et on repart pour aller donc à Dops. Alors, c'est vrai qu'avec avec le choc, cette route, j'ai dû la faire 50 fois, 60 fois depuis qu'on est là-bas. Et en fait, on arrive à se paumer, quoi. On arrive à se perdre. À un moment donné, on a dû se tromper en rond-point, ou je sais pas. Tout le monde est assez stressé, quoi. Et
Mais bon, au bout d'un moment, on a tourné, on est passé par des quartiers où interdits, enfin bon, bref. Et on arrive à revenir au camp, et on arrive au camp, en fait, la section allait partir. Donc on a réussi à Bon rejoindre le choix. camp, voilà, tout seul. Et l'enquête montrera qu'effectivement, il y avait une embuscade de montée, mais pas sur le chemin qu'on a pris. Le chemin était à Kaboul. Ah ouais. Le il y avait des mines sur le, bord, en fait. Donc si le véhicule était sorti pendant l'attentat ou après, on aurait pu y rester. Et tout montre qu'en fait, on a pris des bonnes décisions, quoi. Et quand je disais tout à l'heure que j'ai appris ce jour-là, que j'ai compris les 12 ans passés, c'est qu'en fait, tu comprends dans ces moments-là que tous tes process de décision, en fait, ils sont travaillés à l'armée. On a un process, on a des habitudes de formation à l'armée, on a des habitudes qui sont hyper importantes et qui sont hyper bien ficelées. Je vais te caricaturer un truc, mais c'est vraiment ça. Quand tu demandes aux gens, quand ils regardent un stage commando, ce qu'ils en pensent, quand ils regardent à la télé, machin, etc. C'est quoi un stage commando pour les civils? C'est on fait rouler le mec dans la boue, on l'empêche de dormir, etc. Et quand tu demandes d'après vous pourquoi on fait ça, en fait, on va te dire, limite, c'est de la brimade, quoi. C'est juste pour le plaisir de faire rouler le gars dans la merde. Sauf que la réalité, en fait, c'est que Oui, mais ces choses-là sont hyper importantes. oui, Et bien tu sûr. sais que, enfin, on se connaît, à quel point je suis passionné par la formation et par la pédagogie. En fait, je pense qu'on a tout compris. C'est-à-dire que ces phases qu'on met dans les stages commando, par exemple, on appelle ça des séquences, où on va pousser le mec à bout pendant 2 jours, 3 jours. On va l'empêcher de dormir, on va l'empêcher de manger, on va le faire boire très peu, on va le mettre dans un état de fatigue Extrême. extrême, mais c'est pas pour le plaisir. C'est qu'au bout de cette séquence, on va lui demander de réaliser quelque chose. Réaliser une opération, prendre une décision, euh, faire un calcul de maths si tu veux, on s'en fout en fait. Mais le but c'est de le mettre dans un état tel que ça va être compliqué pour lui. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est la seule façon qu'on a d'amener les gens au plus près de ce qu'ils vont vivre quand ils seront dans un état de stress intense. C'est-à-dire qu'on est incapable de reproduire le stress tel qu'il va le vivre en situation réelle, mais par des choses plus physiques, on va l'amener à peu près dans le même état. Moi, ce jour-là, en fait, j'ai compris tout ce qu'on m'avait appris pendant 12 ans. J'ai compris pourquoi, pendant des stages co, on m'a fait ramper dans la boue, qu'on avait un mec qui me gueulait dessus pendant un quart d'heure, qui me mettait dans un état de fatigue. Quand on fait des parcours d'évasion, tu es en état de fatigue, tu n'arrives même plus à marcher, etc. Et derrière, on te pose des questions, tu te dis, mais pourquoi il me demande ça? Et en fait, tu arrives à répondre ou certains n'arrivent pas à répondre. Moi, c'est vrai que j'ai toujours arrivé à répondre. Donc, j'avais ce truc-là. Et ce jour-là, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que finalement, en fait, on avait tellement pris, on était tous en état de stress très intense, fatigué, plus le choc, plus les conséquences, parce que je ne me rends pas compte sur le coup, mais je comprendrai plus tard que ça avait quand même des grosses conséquences physiques aussi. Mais il fallait prendre des décisions. Et ce qui fait que j'ai pu prendre des décisions, c'est que j'avais vécu tout ça, en fait. Et qu'on a des process, des habitudes qui nous permettent de prendre des bonnes décisions. Et ces choses-là, en fait, moi, c'est ce que j'applique et ce que je pousse à appliquer tout le temps. Et c'est ce que j'explique dans les conférences que je fais, en fait. C'est quand on parle de leadership, quand on parle de prise de décision, il y a des choses, j'allais dire simples, ou du moins des choses à mettre en place dans les entreprises qui permettent, quand tu es dans une situation pas confortable, de prendre les bonnes décisions. Prendre des décisions quand tout va bien, C'est facile. c'est facile. On est tous capables de le faire, hein, n'importe qui. Par contre, quand tu risques gros, alors gros, oui, dans le milieu militaire, on risque gros. Il y a des moments, moi, quand je décide de prendre cette route, il faut se remettre dans le contexte, c'est la vie de mes gars que je risque en fait. C'est-à-dire que si je fais le mauvais choix, on peut ne pas s'en sortir. Ou peut-être qu'un de mes gars peut ne pas s'en sortir. Et c'est ce que des gars, moi je l'ai vécu ce jour-là, mais c'est ce que certains militaires, chefs d'équipe en équipe commando, des choses comme ça, vivent, pas dire quotidiennement, mais très régulièrement. Donc psychologiquement, faut pouvoir s'engager. Donc tu es obligé de t'appuyer sur des choses qui t'aident. Ce qui nous a beaucoup aidé, nous, là, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le drill dans l'armée. Le drill, c'est le fait de répéter en temps de paix les gestes basiques que tu sais que tu vas devoir faire. Et tu les répètes, tu les répètes, tu les répètes, hein. Les Japonais disaient qu'il faut répéter un geste 3000 fois pour pouvoir le maîtriser. C'est exactement ça. Tu vas répéter, répéter, répéter. Comme ça, le jour où tu as un souci, ce geste-là, ça va être un réflexe. Là, par exemple, quand je descends du véhicule, le 5-25, je le fais par réflexe. Et tous mes gars le font. J'ai pas à m'occuper d'eux. Mon esprit, il est libéré de ça parce qu'en levant la tête 2 secondes, je sais qu'ils sont en train de faire le job. Donc, c'est parfait pour moi. Je peux me concentrer sur mon boulot. Ça, c'est le drill. La deuxième chose, c'est qu'on apprend, c'est à toujours étudier ce qu'on appelle les canons conformes.
Les canaux conformes, c'est OK, mais si ça ne se passe pas comme prévu, qu'est-ce qui peut se passer? OK, je dois aller à tel endroit. Oui, mais si je tombe en panne? Ouais, je dois prendre le train pour aller. OK, mais si je rate le train ou si le train a du retard, comment je fais à l'arrivée, et cetera. Dans des cas très, très basiques, mais même dans l'entreprise, c'est valable. Là, par exemple, quand ma radio ne marche pas, je sais que j'ai 2 solutions en tête de ce que je dois faire. Première solution, je sais que si la radio fonctionne pas, on ne pense pas forcément à l'attentat, mais on dit: «Voilà, j'ai un compte rendu à faire, ma radio fonctionne plus». Parce que je sais que mon premier choix, c'est d'aller chercher une autre radio sur un autre véhicule, ce que je fais. Et si ça marche pas, ben je sais que j'ai une deuxième radio dans la caisse qui est, elle, satellitaire et qu'il me faut 30 secondes pour la monter et pour pouvoir passer mes messages en satellitaire. Donc je ne me pose pas de questions, en fait. Mon esprit, il sait ce qu'il doit faire. Bim, je pars directement derrière. Donc, encore une fois, mon esprit est libéré sur le côté prise de décision. La troisième des choses, c'est de prendre l'habitude de s'habituer prendre l'habitude de s'habituer, c'est pas mal ça. Prendre Ouais. l'habitude, ouais, c'est bien. Prendre l'habitude de s'appuyer, pardon, sur les faits. Et j'ai toujours les faits, rien que les faits. Alors c'est marrant parce qu'en venant tout à l'heure, j'écoutais un podcast, je te disais, avec Carlos Ghosn, et il disait que ce qu'il avait beaucoup aidé dans sa carrière, c'était d'avoir toujours réussi à prendre ses décisions en se basant que sur des faits, de ne pas laisser l'émotionnel rentrer. Et là, c'est ça. C'est tu dois prendre tes décisions en fonction des faits. Et à ce moment-là, tu dois penser que ça. Parce que la prise de décision dans les cas critiques, c'est ça. C'est de dire où j'en suis et quelle est la situation. La situation, nous, par exemple, dans ce cas-là, c'est de dire on a été victime d'un attentat. Mes véhicules, ils sont roulants. Oui, il a les pneus crevés, mais je sais que mon VAB, il roule. Ça, je connais. Et ma QRF, elle est à 40 minutes. Donc, qu'est-ce que je fais? Et là, rentre un autre fait qu'on utilise beaucoup dans l'armée, c'est ce qu'on appelle les rétex, les retours d'expérience, en fait. Donc, retour d'expérience, c'est quoi? Nous, les rétex, on savait que depuis 3 mois, chaque fois qu'il y avait un attentat, derrière, il y avait une embuscade. Donc, si on restait là, on savait. Donc ça, c'est les faits. Les faits, tu prends ta décision. Quand je transcris de version entreprise, l'exemple que je prends souvent, c'est de dire, voilà, tu arrives un matin, ton entreprise, elle est complètement inondée. Ce que tu dois faire, c'est d'abord gérer ça. D'accord? Donc tu dois évacuer l'eau. C'est pas le moment de penser à dire: «Ah putain, mais quand est-ce que je vais pouvoir reprendre le boulot? Qu'est-ce que je vais avoir comme perte de production? C'est quoi le numéro Perte d'assurance? d'exploitation? Est-ce que je suis assuré?» Mais c'est exactement ça, C'est c'est: ça. «Est-ce que je suis assuré?» Et puis des fois tu vas plus loin, tu dis: «Ouais, mais peut-être depuis le temps que je dis qu'il faut que je cure ce fossé là, si je l'avais fait, peut-être qu'il y aurait pas». C'est pas le moment de faire ça, les gars. Là, on est dans la prise de décision et là, nous, c'est pareil, hein. Tu peux vite basculer dans waouh, je m'en suis sorti, mais j'aurais pu mourir, et qu'est-ce qui s'était passé si j'avais pris une autre route? Non, là, tu es dans les faits, rien que les faits. Et là, tu prends tes décisions en fonction de ça. Et est-ce que justement ces entraînements Ouais. vous ont mis un peu en focus, automatique, clairement? Ouais, tu rentres sur, en fait, je pense que moi, je parle souvent de libérer l'esprit, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce que tu as ancré en habitude, grâce au drill, hein, à la répétition, et cetera. Pourquoi on fait du drill? Quand je dis je dis souvent en formation, c'est pourquoi un mec, il répète, pour prendre un cas militaire, rentrer dans une pièce. Alors l'invex, hein, le combat urbain, c'est plus compliqué. Rentrer dans une pièce, c'est compliqué. Pourquoi on va le répéter 3000 fois, 4000 fois, 5000 fois? Mais parce qu'on sait que ça ne se passera pas comme ça, en fait. On sait que ça ne se passera pas comme ça. On, on sait qu'il va forcément y avoir quelque chose qui ne va pas bien se passer. Donc si tout ce qui est entrée technique, mes techniques d'armement, mes tenues d'armes, tout ça, si c'est devenu un réflexe, je ne vais pas le réfléchir et je libère ma part de cerveau pour qu'elle prenne les bonnes décisions pour gérer ce qui n'était pas prévu ou ce qui va se passer Avoir différemment, quoi. vraiment la bande Voilà. passante, Et du coup, exactement. mmh. Et du coup, c'est à ça que ça sert, en fait. C'est à ça et tous ces ré tout toutes ces habitudes-là deviennent des réflexes. Du coup, c'est plus vraiment ton cerveau qui réfléchit, c'est directement, on va pas faire un cours d'anatomie, mais c'est un acte réflexe. Du coup, tu as plus besoin de le réfléchir et tu libères les bonnes parties du cerveau, notamment le néocortex, pour qu'il aille chercher, j'avais dit que j'utiliserais pas de terme, mais tu vois, il faut quand même aller chercher le néocortex pour aller synthétiser et lui, par contre, prendre les bonnes décisions, quoi. Voilà. Hem, est-ce que c'est estimé quand tu as 80 kilos d'explosifs comme ça qui pètent à 20, 30, Ah, moins d'un mètre, ouais, ouais, 20, ouais, 20, ouais, le véhicule est à 20 centimètres ouais, de main. 20 centimètres de toi? Est-ce que c'est estimé les chances de survie que tu avais Oui, sur cet incident-là? Parce oui, que très ça peut précisément, très précisément. 0. Ah OK.
C'est ce qu'on m'a dit pendant les semaines qui ont suivi. C'est pas normal. C'est d'ailleurs très compliqué parce que je pense, moi, j'analyse maintenant avec le recul que ça fait partie des choses sûrement qui ont contribué à l'installation chez moi du choc post-traumatique. C'est-à-dire que toutes les semaines qui ont suivi, on a pas arrêté de me dire, mais c'est pas normal que tu sois là. C'est pas normal que vous en soyez sortis. 80 kilos, 80 kilos d'explosifs, c'est faire sauter un immeuble. Et si tu veux, 15 jours après, sur la même route, à peu près au même endroit, il y a un autre attentat. 8 kilos, 4 morts, les Américains. Alors, les 8 kilos sont différents, c'est-à-dire qu'ils sont dans le sol, par contre. Donc l'explosion est sous le véhicule, soulève le véhicule. Et la grosse différence, c'est qu'eux prennent l'onde de choc. Nous, on prend le souffle, la boule de feu, l'effet de blast, ce qu'on appelle l'effet de blast, etc. Mais on ne prend pas l'onde de choc. En fait, le fait que je mette le coup de volant au moment où il veut me rentrer dedans, fait que nos deux véhicules ne sont pas touchés et que ces 20 centimètres d'air font que à l'explosion, on ne va pas prendre l'onde de choc de son véhicule sur notre véhicule. Sinon, on était complètement disloqués, on était morts. Là, c'est sûr. Donc, c'est ces 20 centimètres qui, a priori, nous sauvent la vie. C'est une microseconde. Ce fameux réflexe, alors là, que je ne vais pas attribuer à l'armée, mais que je vais peut-être attribuer comment on appelle ça, un moniteur d'auto-école, peut-être. Je sais pas à qui l'attribuer. Mais ce petit réflexe, ce petit coup de volant qui fait que j'évite l'accident, c'est a priori ça. Et oui, en fait, nous, pendant des semaines, on nous a expliqué que c'était pas normal qu'à 80 kg d'explosifs, personne ne pouvait s'en sortir. Et toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce que aussi bien sur les blessures visibles qu'invisibles, qu'est-ce que tu as eu, toi? Moi, sur le coup, quand on arrive au camp, en fait, où là, tu as tout qui redescend. Ouais. Tu sais que tu es sécure, Ouais, que tu as ramené tout le c'est monde. ça. On rentre dans le camp, donc ils referment derrière nous, rien qu'à la tête des deux soldats américains qui montaient la garde, devant, quand ils ont vu le véhicule passer, rien qu'à leur tête, je m'en rappellerai longtemps. Et arrivé dedans, en fait, je descends du véhicule, et là, moi, je perds connaissance, en fait. Sûrement tout qui relâche. L'adrénaline. Je perds quelques secondes. Quand je me réveille, en fait, j'ai le médecin américain qui est là. Donc, comme c'est une base américaine, c'est un médecin américain qui est autour de moi, qui est en train de m'ausculter et qui me dit qu'il va nous emmener à l'infirmerie pour examen un peu plus poussé, etc. Et avec lui, il y a un Américain. Alors, c'est marrant pour la petite histoire. C'est un force spéciale américaine avec qui j'avais fait quelques missions avant. Et ce gars-là, il me tend un téléphone. Il me donne son téléphone satellitaire. Il me dit: appelle ta femme. Je dis: non, il me le dit en américain, mais il me dit: appelle ta femme. Et je dis: non, mais c'est bon. Il me dit: appelle ta femme. Est-ce que tu viens de vivre? Tu appelles ta femme. Tu la rassures. Bon, je me dis, moi, je suis sonné, hein. Franchement, je suis sonné. Donc, je prends le téléphone, je tape le numéro de ma femme. Elle est militaire aussi, hein, donc elle bosse ce jour-là. Non, même pas, parce qu'on est samedi. Donc, j'ai une bêtise. C'est un samedi matin, donc je pense pas l'avoir. En fait, généralement, on a du mal à savoir en direct. On est toujours en horaire décalé. Et là, elle décroche. Donc, c'est cool. Et là, je lui dis: ouais, c'est moi, parce qu'elle connaît pas le numéro, évidemment. Je dis: quoi que tu entendes, tu t'inquiètes pas, je suis vivant. Et je raccroche. Le message super, super rassurant. Bien sûr, ça a tout l'effet inverse. Oui. Qu'est-ce qui se passe, machin, etc. Et moi, dans ma tête, en fait, elle va être prévenue de suite, etc. Et c'est pas le cas, en fait. Là, il y a eu un gros raté, c'est-à-dire que personne ne va la prévenir. Et elle va passer le week-end comme ça. Et elle va la prendre le lundi matin en couleur, quand tout le monde est rassemblé, où là, en fait, le chef de corps va annoncer qu'on a eu 2 blessés, un week-end, etc. Et elle, ouais, donc ça, elle a très mal vécu. Elle a eu beaucoup de mal à s'en remettre, ce que je comprends. Moi aussi, d'ailleurs, hein, parce qu'au retour, je suis rentré avec beaucoup de colère pour aller régler mes comptes. Et du coup, pour revenir sur le truc, le médecin, du coup, m'amène à l'infirmerie. Et en plus, pardon, je n'ai pas l'habitude de couper, et en plus, elle est militaire. Elle est militaire, ouais, c'est ça. Heureusement, elle apprend le lundi, parce que ça se trouve. Elle n'était pas aux couleurs le lundi matin. Alors, c'est ça. En fait, puis, comme tu dis, en plus, elle est militaire. Et c'est pour ça que j'en ai longtemps voulu. Alors, moi, j'en ai longtemps voulu à l'institution, tu vois, je me suis trompé. C'est-à-dire que moi, j'en voulais à l'armée, de ne pas avoir su gérer ça et le reste qui est arrivé derrière. Et j'ai vite compris qu'en fait, c'est pas du tout l'armée, en fait, c'est une question de personne. C'est une partie. Là, ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? C'est que comme il y avait l'autorité qui était blessée avec moi, tout le monde s'est concentré sur l'autorité, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des représentants par catégorie. Donc, moi, j'étais sous-officier, elle aussi.
on a un président des sous-officiers, il est censé s'occuper de ses sous-officiers. Ben, ce jour-là, le président des sous-officiers est allé au chevet De l'officier. de l'officier. Et personne. Et là, c'est le matin, en annonçant, ben, alors ce week-end, on a eu 2 blessés, et ils annonçaient non. Où là, ben, tout le monde se tourne vers ma femme, évidemment, pour la regarder, et leur dire: «Pourquoi tu ne nous l'as pas dit?» en fait. C'était plus, tous les gens qui la connaissaient, ils disaient: «Mais pourquoi tu nous en as pas parlé, quoi?» Et elle fait ça, et on va dire: «Ben, j'étais pas au courant». Et là, le chef de corps comprend qu'ils ont oublié de la prévenir. Donc il la convoque derrière, machin, et cetera. Mais il y a eu plein de trucs, mais encore une fois, je veux pas m'étendre dans le sens où c'est vraiment une question de personne, Oui. pas d'institution, puisque j'en ai eu moi après, plein d'autres preuves, plus tard, d'autres militaires qui ont été très présents, et aujourd'hui encore, je suis très impliqué dans les associations qui aident les blessés, et je vois tous les jours des gens qui passent leur vie à aider, les militaires blessés, et cetera. Donc j'ai plus d'a priori là-dessus, mais c'est vrai que j'en ai longtemps voulu à l'institution, ouais. Et dans ma question d'il y a quelques minutes, Ouais. qu'est-ce que tu as eu toi comme Et indice? moi derrière, bah, du coup, donc ils me mettent à l'infirmerie, et là, le médecin va m'expliquer que j'ai vécu ce qu'on appelle l'effet de blast. Donc gros différentiel de pression, qui va peut-être n'avoir aucune conséquence, peut-être en avoir beaucoup, mais la particularité du blast, c'est que Tu sais pas dessus. on le sait pas, Voilà. et qu'on ne sait pas, et que ça pourra apparaître sur, les années à venir. Alors sur le coup, il y a des gens qui vont se mettre, tu vois, à saigner du nez, des oreilles, et cetera. Ça fait peur, mais c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on a réussi à évacuer la pression. Moi, j'ai rien de tout ça. J'ai juste une saturation qui est très basse, en fait, mais il me dit que c'est normal. Donc je suis à 93, je crois, un truc comme ça, 93. Si tu veux, de 96 à 100%, c'est quand tout va bien. Quand tu commences à arriver à 96%, c'est qu'il y a un souci. Et jusqu'à 93, bon, ça a changé un peu. J'ai pris ça chez les pompiers, mais je crois que jusqu'à 93, bon, mais tu sais qu'il y a un problème, mais il ne se passe rien. Et en dessous de 93, enfin, à partir de 93, c'est sous oxy. On te met sous oxy pour réoxygéner le corps. En fait, c'est le pourcentage d'oxygène dans le sang. Moi, ce jour-là, je suis à 93. Donc, il me met sous oxy un moment. Et après, voilà, c'est bon. Sauf que je suis toujours resté à 93. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, tu sais, tu as des petits appareils qui se mettent sur les doigts, là. Ouais. Moi, si je le mets, le truc, il passe son temps à sonner. Donc, je peux même pas mettre ça parce que c'est. Mais ça a des conséquences. Par exemple, quand j'ai eu le Covid, C'est ce ça que a j'allais été te dire. compliqué pour moi. Ouais. Ouais. Ça a été compliqué pour moi. Moi, je l'ai eu plusieurs fois. Et j'ai toujours eu une forme très grave parce que j'étais déjà en manque d'oxygène. Et j'ai fini sous oxy 2 fois. Ouais. Donc, c'est. Voilà. Et en fait, j'ai gardé un taux d'oxygène très bas. Ça, je m'en suis aperçu sur des choses. En fait, j'ai perdu une capacité pulmonaire. Alors, avec le recul, on sait. Donc, j'ai une grosse perte de capacité pulmonaire. Et du coup, qui explique la baisse des saturations. Et je dis souvent comme exemple, il y a un test qu'on fait à l'armée, sportif, qui s'appelle le Cooper. C'est-à-dire, tu cours pendant 12 minutes et tu dois faire la plus grande distance possible. Quand je suis parti en Afghanistan, je faisais entre 3002 et 3300 mètres en 12 minutes. Quand je suis rentré d'Afghanistan, je faisais 2600 mètres. Parce que, en fait, j'arrivais plus à respirer. Ouais. Voilà. Et ça, j'ai mis des années, et j'ai encore. Alors aujourd'hui, je refais beaucoup de sport. Je me suis vraiment reconstruit par le sport. Mais j'ai gardé, en fait, aujourd'hui, pour retrouver le niveau que j'ai eu, il n'y a pas que l'âge chez moi, c'est qu'il y a eu cette perte. Voilà. Donc j'ai eu ça, et en fait, donc sur le coup, il n'y a rien de trop marqué. La preuve, hein, je reste sur place, hein, c'est-à-dire que je finis ma mission, hein. Il me reste 2 mois et demi de mission, et je vais les finir. Et en fait, les conséquences physiques vont apparaître au retour. Vont commencer à apparaître et vont se succéder. La première chose que j'ai vécue, c'est j'ai commencé à faire des calculs, enfin des crises de colique néphrétique, donc des calculs rénaux régulièrement. En fait, le choc, le blast m'a créé un dérèglement hormonal, en fait. Donc j'ai du coup, bah là, la cicatrice que tu vois là, c'est une opération pour m'enlever les glandes parathyroïdiennes, en fait. C'est des glandes qui gèrent le calcium. Elles étaient déréglées, donc elles donnaient comme signal à mon corps que je manquais de calcium en permanence. Résultat, mon corps stockait le calcium et je me retrouvais à faire des calculs. Alors, et tu veux, pendant 2 ans, tous les 3 mois, j'étais évacué par les pompiers avec des coliques néphrétiques. Ce qui, pour les connaisseurs, pas très agréable. Mmh. Donc j'ai eu ça. J'ai des vertiges qui sont apparus, donc les pertes de capacité pulmonaire, donc perte de difficulté respiratoire. Les vertiges, bien sûr, grosse perte d'audition, en fait. Donc sur certaines fréquences, j'ai eu jusqu'à 70% de perte. Donc j'ai certaines fréquences que je n'entends plus. Donc si tu as une alarme incendie, par exemple, et qu'elle sonne,
tu es prié de me le dire parce que moi je n'entendrai pas. OK. Les sons très aigus, je ne les entends plus. Donc il arrive régulièrement que j'ai des alarmes qui se mettent en marche et que je n'entends pas. Voilà. Donc j'ai là une chance, c'est que j'ai perdu sur les sons très graves et très aigus et pas trop sur les fréquences parlées. Donc sur les fréquences parlées, j'ai une perte qui va de 20 à 40. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est en tête à tête, j'ai quasiment aucun gêne. Pour Ouais, compréhension, etc. Là où ça va devenir compliqué pour moi, c'est dès qu'il y avoir plusieurs après personnes d'autres qui vont groupes. parler. Ouais. Ouais. Donc ça, en fait, très régulièrement, je suis obligé de sortir s'il y a trop de monde qui parle, ou si je parle avec quelqu'un et qu'il y a du monde qui parle à côté, je ne vais plus réussir à entendre ce que dit la personne en face. Ça a été un long processus de reconstruction, que ce soit physique ou mental? Ouais, et il y a eu 2 processus. C'est que alors processus physique, oui, parce que c'est l'acceptation qui est difficile. C'est-à-dire que moi, comme je te disais, j'avais toujours été très dans la compétition, et cetera. Du jour au lendemain, je peux plus faire quasiment plus faire de sport. Je peux plus faire de parachutisme, je peux plus faire de moto, je peux plus faire de vélo. Sur le vélo, en fait, je tombais. J'avais perdu d'équilibre, je tombais. En moto, j'ai plus touché ma moto pendant 10 ans. Enfin, j'ai racheté une moto au bout de 10 ans, quoi. Il m'a fallu 10 ans pour réussir à faire une rééducation et à réussir à partir là-dessus. Donc forcément, ça se porte sur le moral et puis surtout, en fait, moi, au retour, j'ai commencé à développer alors ce qu'aujourd'hui j'identifie comme un choc post-traumatique, mais que je ne savais pas sur le coup. C'est-à-dire que comme je te disais tout à l'heure, le vendredi, tu es en opération, le samedi, tu es dans l'avion, le dimanche, tu es sur le canapé avec tes filles. Sauf que tu pas prêt à ça. Tu pas prêt à reprendre une vie normale, en fait. Tu pas prêt oui, à reprendre la vie telle qu'elle était quand tu l'as laissée. Et du coup, bah, j'ai commencé à m'enfermer. Et avec quelque chose qui est très prégnant dans ces moments-là, c'est ce sentiment, je pense qu'on l'a tous, que les personnes qui sont autour de toi ne peuvent pas comprendre. En fait, j'avais 2 sentiments, moi. J'avais, ce sentiment que je ne pouvais pas me confier aux gens autour de moi. Pourtant, ma femme était militaire, hein, déjà. Donc elle, en fait, elle savait déjà beaucoup de choses. Elle avait déjà beaucoup d'infos de par son poste, et cetera. Donc j'avais cette chance-là. Beaucoup sont, cachés des choses. Moi, je ne cachais pas. J'avais cette chance-là. Mais tu peux pas leur expliquer pour une raison simple, c'est que dans ta tête, les seuls qui peuvent comprendre, C'est ceux qui étaient avec lui. c'est ceux qui l'ont vécu. Mmh. Et ça, j'ai gardé ça des années. Je ne pouvais pas. Et du coup, tu as une notion d'enfermement. Et tu as une notion de culpabilité. Alors, beaucoup appellent ça le syndrome du survivant, mais ce que je sais moi, c'est qu'aujourd'hui, on te dit quand tu es passé près de la mort, les gens, profitent à fond de la vie, vivent à 200 et cetera. C'est pas aussi simple. C'est loin d'être aussi simple. Alors oui, sûrement, dans un deuxième temps, mais dans un premier temps, en fait, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que tu comprends pas ce que tu fais là. Moi, Mmh. d'une part, il y avait 2 choses, c'est que d'une part, on m'a dit de suite: «Mais c'est pas normal que tu t'en sois sorti». Donc je me voyais un peu comme une anomalie. C'était pas normal que je sois là. À un point que j'en arrive à dire: «Ça aurait été mieux si j'étais resté là-bas» et ça, je suis arrivé même à le dire à mes enfants. Je suis arrivé, une fois, j'ai ma fille qui m'a dit: «Mais papa, tu es là quoi, c'est super, tu es vivant, tu imagines, nous sinon on serait orphelines et cetera» et j'en suis arrivé à leur dire: «Mais ça serait peut-être mieux pour vous, avec ce que je leur faisais vivre». Parce qu'enfermement, le deuxième sentiment, c'était, la culpabilité parce que j'ai laissé des copains là-bas et je parle pas de ceux qui sont morts parce que ceux-là, bien sûr, tu t'en veux, mais en fait, quand tu rentres, tu as tellement vécu dans ce système que je te décrivais au Kosovo, mais qui a été multiplié par 1000, en Afghanistan. En Afghanistan, il y a pas une sortie où tu as pas, quasiment où tu as pas un tic, où tu as pas une embuscade, où tu as pas un tir, quoi. Il y a pas une fois où tu sors. Chaque fois que tu sors, tu sais que tu vas avoir quelque chose, quoi. Donc tu sais que tu es obligé de confier ta vie à celui qui est avec toi et qui confie ta vie. Donc quand tu rentres, tu as ce sentiment de dire: «Putain, mais j'ai encore des copains qui sont là-bas, quoi». Moi, quand je suis rentré, j'avais qu'un objectif, c'était y retourner, quoi. Pour 2 choses, me venger, ça maintenant je le sais, sur le coup je ne savais pas, mais maintenant je le sais. Me venger, parce qu'entre le moment où il y a eu l'attentat et le moment où je suis rentré, je n'ai pas eu assez, pour me venger, pas assez de contacts et cetera. Et puis, j'ai laissé des copains là-bas et moi je suis tranquille sur mon canapé serein. Eux, eux ils sont toujours en danger et moi je suis pas là-bas pour les protéger et ça c'est psychologiquement, c'est très, très lourd. Très vrai. Donc je passais en fait je passais des heures à chercher, ce qui se passait en Afghanistan, ma fille m'a trouvé plusieurs fois devant la télé, 3 heures du matin: «Mais qu'est-ce que tu fais?» Je dormais plus. Je dormais plus parce que tu revis les choses, parce que tu réfléchis en permanence.
Ouais, plusieurs fois, ma fille m'a trouvé devant la télé en train de regarder, chercher des renseignements sur Afghanistan, etc. Et je me souviens d'une fois qui m'avait vraiment marqué, où c'est que, donc moi j'ai des jumelles, et elles avaient à cette époque-là 5 ans, 5-6 ans, quoi. Ouais, 6 ans, elle devait avoir. Et j'en ai une qui descend et qui me dit: «Mais qu'est-ce que tu fais, papa?» Je dis: «Mais t'inquiète, je regarde la télé.» Et elle me dit: «Ouais, papa, mais la télé, elle est éteinte.» Et en fait, je regardais l'écran. D'accord. Mais en fait, moi, dans ma tête, Il y a je revivais tout, en des fait. images. Je revivais toutes les images, je revivais ce que j'avais trouvé comme info, ce qui se passait. Il y avait de nouveau un attentat ce jour-là, etc. Toutes ces choses-là, en fait, que tu vis et qui te bouffent, et où tu peux pas avancer euh, parce que t'as pas la personne, ou t'as pas les personnes à qui te confier, puis t'as pas envie de te confier, en fait. Parce que ben, on t'inculque très tôt cette culture de l'homme fort, cette culture de le militaire, il est pas faible, il est fort, le parent encore plus. Toi, t'es voilà, t'es comme ça, et du coup, en fait, tu as l'impression que de te confier là-dessus, d'avouer ça, c'est un signe de faiblesse. Et puis il y a même eu un moment où c'était considéré comme ça, même dans l'armée. C'est-à-dire que le mec qui allait pas bien, ben, la première chose, c'est qu'on te sort. Et d'ailleurs, moi, mes premiers soins, j'ai commencé à les faire dans le civil, en fait, pour pas que ça se sache, en fait, hein. La première psy que je suis allé voir, c'était dans le civil. Plus grosse erreur de ma vie. Euh, Elle avait pas les armes pour en dire. Exactement. Moi, quand je me dis qu'est-ce qui se passe, et que je lui dis, ben voilà, j'ai sauté sur 80 kilos d'explos, j'ai vécu ça, j'ai perdu 10 copains, j'ai eu ça, on a encore eu des morts à 8 jours de rentrée, machin, etc. Elle me dit, oui, mais je pense surtout que vous avez un problème avec votre mère. Elle me dit, bon, la discussion s'arrête là. Et je te jure que c'est pas une caricature, et je te jure que c'est pas un bobard. C'est la première chose que m'a dit la psy de la ville d'à côté où j'habitais. Quand je suis allé la voir, elle m'a dit, oui, mais je pense, on va d'abord régler le problème que vous avez avec votre mère, hein. Donc, ben, voilà. J'ai 2 questions. Comment on s'y prend quand on reconnaît plus rien de soi, dans ces moments-là? Très, très bonne question, ça. Merci, mais j'en ai une autre. Ouais, Comme ça te permet de réfléchir à la première. ouais. Heu, Comment tu tiens? Qu'est-ce qui te fait tenir à ce moment-là? Hem, Ça va être dur de répondre d'une manière générale, parce que je pense qu'on est Non, mais toi personnellement. tous différents, ouais. Comment tu fais pour vivre quand tu te reconnais plus? Tu plus envie de vivre. Moi, je me reconnaissais plus, j'avais des excès de colère, j'avais de l'enfermement. Moi qui avais je sais pas, j'étais quelqu'un de toujours assez ouvert, hein, qui a toujours été dans le collectif, tu vois? Tout ce côté-là. Le jour où j'ai été arrêté, moi, de l'armée, je suis passé de serrer 200 paires de mains par jour à plus voir personne, quoi, être chez moi. Et justement, tu te reconnais plus. Et quand tu te. Donc, c'est pour ça que j'ai une très bonne question, parce que c'est vraiment un aspect, un facteur qui est très peu mis en avant, et qu'on va pas toujours chercher. C'est-à-dire qu'on va toujours chercher comment tu as fait pour passer au-delà, mais aussi comment tu as fait avec les autres. Mais la première personne avec qui c'est difficile de vivre, c'est toi-même, en fait, à ce moment-là. Parce que, comme je te disais, tu t'en veux d'être là. Tu comprends pas pourquoi tu es vivant. Tu t'en veux de ce que tu fais vivre aux gens autour de toi. Parce qu'il y a un truc dont j'étais très conscient, c'est ce que je faisais vivre à mes Mmh. proches. Et ça, j'en étais très conscient. Mais impossible de passer au-dessus, quoi. Impossible. Déjà, tu dors plus. Donc, tu es dans un état physique qui est lamentable. Je pense que pendant des années, j'ai pas dormi plus de 2 heures d'affilée. Donc, tous les physiologistes diront que pour C'est le coup, pas ça n'en va. c'est intenable. Hem Et puis tu t'en veux, en fait, tu t'en veux de pas avoir la force, parce qu'encore une fois, tu vis ça, enfin moi du moins pour parler de moi, je l'avais vraiment vécu comme de la faiblesse, en fait, hein. Heu, j'ai mis très longtemps à comprendre que le choc post-traumatique, c'était d'abord une blessure, et ça, on a mis longtemps à le faire reconnaître, même par les armées. Le terme blessure, pas une maladie, c'est une blessure. Donc c'est la conséquence de quelque chose, c'est une blessure. Au même titre que tu prends une balle, c'est une blessure physique. Le choc post-traumatique est une blessure psychologique, mais c'est une blessure. Et aujourd'hui, c'est reconnu comme tel, c'est très important. Donc, mis très longtemps à comprendre que c'était une blessure, et comprendre que c'est quelque chose qui est mesurable. C'est quelque chose que tu peux aujourd'hui, et je suis même très surpris que ça ne se fasse pas systématiquement. Au départ, tu te dis que c'est toi qui es faible, et que tu comprends pas pourquoi. Et tu comprends avec le temps, et moi, c'est ça qui m'a fait répondre à ta deuxième question, c'est ça qui m'a fait avancer, comprendre qu'il se passe réellement quelque chose dans ton cerveau. C'est-à-dire que quand tu es en état de choc post-traumatique,
c'est pas les mêmes zones du cerveau qui s'activent. Tu fais faire la même activité à un mec qui est victime d'un choc post-traumatique, de quelqu'un qui va bien, qui a jamais vécu de gros chocs comme on a vécu de gros chocs comme on a pu les vivre, eh bien pour la même action, c'est pas la même zone du cerveau. C'est-à-dire qu'il y a des zones du cerveau du choc post-trau qui sont mortes, qui sont noires, qui ne s'activent plus sur les IRM. Et par contre, on a d'autres qui sont hyper actives. Et c'est très différent donc de la personne qui n'a pas vécu ça. Et du coup, il se passe vraiment quelque chose de physique, c'est-à-dire que ce que tu vis toi au départ comme une faiblesse, un jour tu comprends qu'en fait c'est quelque chose que tu peux pas contrôler parce que c'est quelque chose qui se passe physiquement Mmh. dans ton cerveau. Et moi, ce qui m'a fait aider, je te dirais qu'il y a 2 choses dans la reconstruction. C'est d'abord comprendre. Mmh. C'est très bête, mais comprendre. Heu, comprendre justement ça, comprendre que c'est une blessure, comprendre ce qui se passe dans ton cerveau, comprendre que c'est normal, comprendre que c'est pas une honte. Comprendre les différentes étapes, notamment pour moi, la révélation, ça a été une des révélations, ça a été de découvrir la courbe du deuil d'Elisabeth Kübler-Ross, en fait, qui est une psychiatre allemande, qui a expliqué, en fait, ce qui se passe, qui a expliqué qu'on passe tous par les mêmes phases face à certains événements. Alors, je dis souvent, un gros choc ou un petit échec, on vise tous les différentes phases. Mmh. On a tous C'est eu. l'intensité qui peut être différente. Exactement, et le temps dans lequel tu vas rester. Mmh. Mais il faut accepter de passer par toutes ces phases-là, en fait. Le problème, c'est que la première des phases, c'est le déni. Et que celle-là, elle peut durer longtemps. Moi, elle a duré des années, en disant: «Mais non, je suis pas dans cet état-là». Après, tu as une phase quand tu acceptes ça, où tu as une phase de négociation, où tu te dis: «Oh putain, ouais, bon, OK, mais moi, c'est pas vraiment ça. Alors OK, alors c'est ça, mais par contre, je veux pas le vivre comme ça». En fait, tu crois que tu as encore du poids là-dessus. Et puis, il y a 5 phases comme ça, et bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais la ces 4 premières phases qui sont assez négatives, donc il y a le déni, il y a la négociation, il y a voilà, et elle t'amène à une phase qui est hyper importante, c'est la phase d'acceptation. C'est ce que j'allais te dire. Et cette phase d'acceptation, en fait, quand tu la vis, tu comprends que les 4 autres phases, elles étaient nécessaires pour t'aider à décoller. Et cette phase, elle est géniale parce que dans cette dernière phase, ben, en fait, tu peux aller bien plus loin qu'où tu étais. J'aime bien ton image des mets à décoller, puisque Ouais, tu tu mais tu c'est tu vraiment lâches ça. des poids quelque part Ah de ouais, alors moi, pendant longtemps, et j'ai même pour te dire, dans la conférence, j'ai très peu d'images que je mets. Mais il y a 2 images que je mets qui sont que j'ai générées par intelligence artificielle, en expliquant à l'IA ce que je ressentais quand j'étais en choc post-traumatique, ce que je ressentais quand j'ai commencé à en sortir, quand je me reconstruisais, et ce que je ressens aujourd'hui. Et l'IA m'a généré 3 images. La première image qu'elle m'a générée, c'est un mec qui est sous l'eau avec des gros cailloux, avec des gros rochers, et il lève la tête pour essayer de sortir, mais il n'y arrive pas parce qu'en fait, tout ça, en fait, c'est un poids qui te tient au fond. Et à un moment donné, tu comprends qu'en les posant, ces cailloux, et ben, tu vas pouvoir remonter. Et la troisième phase, c'est de comprendre que ces cailloux, en fait, tu ne dois pas juste les poser, tu dois t'en servir. Et qu'en fait, si tu les poses, tu peux monter dessus. Et là, non seulement tu vas pouvoir sortir la tête de l'eau, mais tu vas pouvoir aller plus haut, parce qu'en fait, ils vont te servir à être au-dessus de l'eau. Et c'est exactement ces images-là, et j'ai trouvé génial quand ça m'a généré ça, parce que c'est exactement ça. Pour moi, dans la vie de tous les jours, tu vois, on parle beaucoup de résilience. Alors, je t'avouerai qu'aujourd'hui, moi, j'en entends trop parler, et qu'on dise ce terme résilience à toutes les sauces. Pour moi, on a vraiment galvaudé le concept même, quoi. Je vais prendre un exemple très bête, mais que j'ai lu un jour dans un article et qui m'a fait mourir de rire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mec, il va à la boulangerie chercher des chocolatines, parce qu'on dit bien chocolatine. Il y en a plus. Il va prendre un croissant, il va rentrer chez lui, il va dire: «J'ai été résilient, j'ai accepté de ne pas prendre de chocolatine, j'ai pris un croissant», quoi. Aujourd'hui, on en est là, mais vraiment. Enfin, moi, j'entends parler de résilience partout. comme, la bienveillance, Mais sans complaisance. voilà, Là, galvaudé aussi. voilà, exactement, mais exactement ça. C'est pareil, on pourrait longtemps débattre là-dessus aussi, sur la bienveillance, et tu as entièrement raison. Donc pour moi, la résilience, en fait, ça commence vraiment je commence à me dire que c'est un principe qui est complètement galvaudé. Du coup, je suis allé chercher, les définitions, en fait, et il y a une définition, alors il y en a eu plusieurs, hein, il y en a du père de la résilience et machin, mais moi, je vais te parler d'une qui a été officialisée puisque c'est une commission de l'État qui a désigné ça. Et cette commission de l'État a dit: la résilience, c'est quoi? La résilience, c'est la capacité. Alors, je ne parle pas de la vraie définition de la résilience, qui est la capacité d'un matériau à reprendre sa forme d'origine après une déformation, etc. Moi, je te parle chez l'humain. Il dit: chez l'humain, la résilience, c'est la capacité donc de l'humain à retrouver une vie satisfaisante après un choc ou un échec. Moi, quand j'ai lu cette définition,
ça m'a fait sortir de mes gonds. Je me suis énervé. J'ai dit: «Mais comment on peut penser que ça suffit ça? Ou Comment on peut penser que retrouver une vie satisfaisante, ça soit suffisant? Mais bien sûr que non». et où est le curseur de satisfaisant? Ouais, en plus, alors, mais exact, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit: «Mais satisfaisant, ça veut dire quoi?» Ça veut dire, être capable de se lever le matin, de manger, d'avoir une vie, d'avoir un travail, parce que c'est comme ça que c'est vécu. C'est: «Ah oui, mais aujourd'hui, j'ai retrouvé un travail, donc Oui, tout tu va bien». reviens sur des besoins très primaires des fois, tu peux rien Exactement. enlever, Mais franchement, je vais être honnête avec toi. Moi, si c'est avoir vécu ce que j'ai vécu, avoir vécu les 10 ans de reconstruction, 8 ans, ouais, 8 ans de reconstruction. Si c'est pour arriver au même niveau qu'en partant, eh ben, ça vaut pas le coup. Franchement, ça valait pas le coup de le faire. Il valait mieux s'arrêter en cours de route. Et j'y ai pensé. Le nombre de fois où j'ai pensé arrêter parce que j'étais plus à ma place, se parce que je sentir voyais que je faisais du mal aux autres, et ouais. cetera. Moi, quand je dis que j'y ai pensé, je me suis mis un canon dans la bouche. Donc, quand je dis que je l'ai envisagé, c'est pas je l'ai envisagé un matin, je l'ai envisagé de le faire, en fait. Et je vais aussi répondre à ta deuxième question tout à l'heure. Ce qui m'a empêché de le faire, c'est mes proches. C'est ce que j'appelle dans la conférence le qui ressource. Moi, j'ai eu la chance d'avoir, ma femme qui a tenu le coup jusqu'à ce que je me reconstruise, et mes filles, en fait, qui étaient tout pour moi et que je pouvais pas me résoudre de les laisser là. Mais tu vois, j'ai plein de monde autour de moi qui ont divorcé pendant cette phase-là, et chacun a le même discours. C'est de dire, «Je peux même pas en vouloir à mon ex-femme, parce que ce que je Elle lui t'a faisais tenu, vivre, mais c'était pas possible». Moi, elle a tenu, elle t'a tenu. elle m'a tenu, mais clairement, c'est elle qui a tenu le foyer pendant des années, et cetera, le temps que je me reconstruise. Donc si tu veux, si c'est vivre ça, faire vivre ça pour retourner au point de départ, zéro intérêt. Pour moi, la résilience, ça suffit absolument pas. On doit aller plus loin. Tout ce qu'on vit, ça doit te servir à devenir plus fort. Ça doit te servir à devenir meilleur. Et là, je parle même pas que des grosses choses comme on a pu vivre, moi ou d'autres, hein. Je te parle des échecs. Je te parle de, je sais pas, dans l'entreprise, tu crées un produit, il marche pas. OK, est-ce que tu dois te satisfaire de dire: «Ah OK, ben, il a pas marché. OK, ben, j'arrive à le mettre de côté et je repars». Ah non, 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 tu dois apprendre, en fait. Pourquoi ça a pas marché? Et tout ton échec là, il doit te servir à quoi? Ben, être meilleur sur le prochain produit que tu vas créer ou que tu vas lancer ou la prochaine activité que tu vas faire, et cetera. Tu peux pas te satisfaire, et c'est ça que j'aime dans la courbe d'Elisabeth Kübler-Ross, c'est que c'est une sorte d'escargot, si tu veux, et quand tu la regardes, tu pars du choc, on voit que tu descends, donc ça, c'est les phases qui sont compliquées, avec notamment, il y a une phase qui est toujours très compliquée, c'est celle où il y a le plus de passage à l'acte. C'est le jour où la personne comprend que ce qu'elle a vécu, en fait, elle l'a bien vécu, c'est là, elle n'a pas le choix, donc elle commence à l'accepter, mais cette phase, c'est le début de l'acceptation, celle qui va te permettre vraiment le tremplin et d'aller plus haut, comme on disait tout à l'heure. Mais c'est la phase où la personne accepte que c'est comme ça, elle l'a vécu et elle ne sera plus jamais la même. Et ça, c'est vécu d'une façon très négative et c'est présenté d'une façon très négative dans beaucoup de bouquins. C'est-à-dire qu'on te dit: «Beh, acceptez que vous ne serez plus le même». Mais moi, j'ai des psychiatres qui me l'ont dit, j'ai des psychologues qui me l'ont dit. Ils disent: «Mais monsieur Arnat, il faut accepter que vous ne soyez plus le même». Oui, mais je suis entièrement d'accord. Mais la façon dont vous le présentez, c'est négatif. C'est-à-dire que je ne pourrai plus revenir à mon point de départ. Il faut que j'accepte. Ouais, mais plutôt que de me dire ça, expliquez-moi que ton point de départ, il est là, néné. Tu es descendu là. Mais maintenant, moi, je ne te propose pas de revenir là. Moi, je te propose de revenir au-dessus. Et là, vous verrez peut-être que les gens réagiront très différemment. Et cette phase-là, elle est compliquée parce que quand les gens comprennent qu'ils ne peuvent pas changer les choses, qu'ils doivent accepter et qu'ils ne retrouveront plus leur point de départ, c'est le moment où on a le plus Mmh. de passage à l'acte, où il faut être très vigilant avec les personnes. Ta vision de la résilience, quelque part, c'est bonifier son expérience, quelle qu'elle soit, pour la mettre au service de quelque chose de plus fort? Ma vision de la résilience, c'est que la résilience, ça ne suffit pas. Et tu m'as posé la question tout à l'heure, c'est d'ailleurs une partie du titre de mon livre. Mon bouquin s'appellera «J'ai survécu et alors?» quand la résilience ne suffit pas. La résilience comme elle est définie aujourd'hui, je ne peux pas la redéfinir moi. Je ne peux pas la redéfinir, c'est écrit, l'État l'a définie. Pour eux, c'est revenir au point de départ et encore, peut-être même un peu en dessous, c'est pas grave, hein, satisfaisant, ça ira. Tu peux créer autre chose. Ouais. C'est ce que j'ai fait, et pour moi, en fait, les épreuves, les échecs, tout ce qu'on vit, on ne peut pas se satisfaire justement de la résilience. On doit aller bien au-delà. On doit aller au-dessus et on doit devenir plus fort, on doit devenir meilleur. Moi, aujourd'hui, ça peut paraître pas très humble de dire ça,
mais c'est ce que je pense profondément et intimement. Je pense qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un de meilleur qu'avant l'attentat, concrètement. Je suis aujourd'hui capable d'empathie sur des choses dont je n'étais pas capable à l'époque. Je suis capable d'une certaine compréhension vis-à-vis de plein d'événements euh, que je n'étais pas capable à l'époque. Je suis aujourd'hui capable de vivre dans mon entreprise des choses d'une manière beaucoup plus sereine. Je vois les choses différemment. Alors oui, j'en reviens un peu, oui, on profite de la vie, mais pas que. On profite de la vie, mais on sait aussi vivre les moments difficiles, les moments, et on continue d'en vivre. Faut pas rêver, hein. Enfin, moi, le négatif ne s'est pas arrêté ce jour-là. T'imagines bien, hein, on a tous nos événements dans la vie. Euh, je vis actuellement des choses très compliquées au niveau perso. Euh, je sais que je le vivrais très différemment si je n'avais pas cette expérience-là, si je n'avais pas ce vécu-là, c'est certain. Et de ce côté-là, si j'avais le choix, je ne sais même pas si je changerais les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois pas cette situation aussi, enfin, ce qui t'est arrivé, dans certains cas, comme une force? Même si c'est dur de se dire ça, tu vois? Après cette période de reconstruction, que ça, comme tu l'as dit, ça t'a desservi à certains Ouais. moments, mais Je, je, peut-être que le mot est mal choisi, mais tu vois ce que non, je mais veux dire? je comprends très bien ce que tu veux dire. Et je me suis souvent posé la question. Je me suis dit, c'est pour ça que je te dis, si je devais revivre, est-ce que je changerais les choses? Euh, à un moment donné, je me suis dit, je me suis vu dire dans une discussion, en fait, c'est vachement bien ce qui m'est arrivé. Quelque part, ouais, ce qui m'est arrivé, c'est une force. Et je crois pas. Je peux pas aller jusque-là juste parce que, comment je peux dire ça? Juste parce que rien ne méritait le mal que j'ai fait à mes proches. Et juste pour ça, je peux pas voir ça d'une façon positive. Maintenant, si je regarde les conséquences, heu, si je regarde, ce que j'ai fait aujourd'hui, oui, c'est une force dans le sens où je me suis reconstruit plus fort, où j'ai fait des choses que je ne serais pas allé chercher, où des moments j'aurais des hésitations, aujourd'hui je fais, et oui, juste j'arrive pas à le voir d'une façon que positive parce que, ouais, forcément j'ai fait du mal. Alors après, c'est une force aussi pour mes enfants, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis hyper fier de ce qu'elles font aujourd'hui. Je suis hyper fier de ce que fait ma femme aujourd'hui. Et je sais que ça fait partie, c'est ces épreuves aussi qui les ont construits, hein, mais j'aurais préféré qu'elles se construisent sans ce que je leur ai imposé. Voilà, ça c'est sûr. Ça restera toujours par contre, parce elles n'avaient pas choisi. Moi, j'avais choisi mon métier. Je connaissais les risques. Elles avaient 5 ans et arriver le lundi matin à l'école et que les autres enfants te disent: «Il paraît que ton père est mort ce week-end en Afghanistan», ouais, aucun gamin mérite de vivre ça, quoi, et de passer la journée à pleurer sans que personne comprenne pourquoi et que les instituts se posent la question, quoi. Voilà. Tu parles de construction, Ouais. tu as réussi aussi à te reconstruire, à être nouveau Laurent, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, OK, sûrement. mais à faire plein de choses. Donc aujourd'hui, tu es chef d'entreprise depuis Ouais, plusieurs années. ouais, Dans la transmission, oui, tout, c'est le lien entre, c'est le lien. on l'a dit en début d'interview, c'est le lien entre Mmh. chacune de tes activités. Mmh. Euh, Quel sens tu trouves à cela? Le Quand j'ai commencé à aller mieux, quand j'ai commencé, j'ai eu des déclics, en fait, et il y a des choses qui m'ont aidé. La reconstruction, ça a été long. Hem, j'ai eu des événements, qui m'ont dit: «Hop là, maintenant ça suffit». Donc là, j'ai décidé de me reconstruire. Ça, c'est le 1er pas aussi, hein, dans C'était la reconstruction, décider de le faire. J'ai décidé et après j'ai fonctionné objectif par objectif. Je me suis imposé tous les jours un objectif positif. Des petits trucs, hein, et puis au fur et à mesure qu'ils ont grossi. Quand je dis des petits trucs, c'est que le premier objectif, c'était vis-à-vis de mes filles, c'était de me lever en même temps qu'elles pour prendre le petit déj avec elles, tu vois? Basique, hein. Après, c'était de les amener à l'école, après c'était de préparer un truc. J'ai fini par refaire des maisons, parce que je voyais ce que je faisais, et puis est arrivé le moment où c'est que j'ai continué à évoluer et de dire: «Maintenant, j'ai envie de créer mon entreprise». La première chose, ça a été de dire: «On va le créer ensemble avec ma femme parce que c'était important pour nous». Et qu'est-ce qu'on va faire? On a envisagé plein de trucs, et puis j'ai fini par me dire: «Mais en fait, dans l'armée, j'étais moniteur de sport, machin, j'étais toujours dans la formation». Et là, je me suis dit: «Mais en fait,
transmettre, c'est vraiment ce qui me plaît. Et transmettre dans le sens, c'est de permettre aux gens d'aller plus vite que moi, de pas mettre le même temps. On passe tous par la même phase, je te l'ai dit tout à l'heure. Mais à un moment donné, moi, j'ai des phases avec le recul, je me dis: «Ah, cette phase, je suis resté 4 ans, quoi». Peut-être que si, j'avais eu les bonnes infos et tout ça, je serais peut-être resté 4 mois. Donc aujourd'hui, c'est ça. Donc j'ai commencé par la formation. Bah, les domaines que je connaissais, que j'aimais et cetera, bah, il y a eu 2 choses. Le côté risque physique parce que, donc gestes posture et cetera. Pourquoi? Parce qu'après l'attentat, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes physiques qui ont fait qu'il a fallu que je réapprenne à faire les choses à l'économie pour mon corps. Je pouvais plus, tenir debout longtemps, j'avais des pertes d'équilibre, j'avais tout ça. En fait, il a fallu que tout ça, je réapprenne à le faire. Donc je transmets aujourd'hui comment s'économiser. Le secourisme, bah, reste très important et aujourd'hui, ça reste encore mon cheval de bataille, de former tout le monde en secourisme et cetera. Donc j'ai monté cet organisme qui a 10 ans et en fait, au fur et à mesure, moi, j'ai fini de me reconstruire aussi et puis, au travers de tout ça, j'ai commencé, un jour à faire un autre podcast assez connu et Tu peux le dire, il y a pas de il y a pas de sujet, je te vois. non, mais en fait, c'est vrai que j'ai eu un autre déclic quand j'ai fait Légende. Quand j'ai fait Légende, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai refusé au départ. La première fois qu'ils m'ont contacté, j'ai refusé. Et puis quand j'ai accepté, en fait, c'était compliqué pour moi de mettre, ma vie privée dans le public. Très compliqué. Heu, Peut-être peur du jugement, faut dire ce qui est, mais surtout, enfin, c'est difficile parce que tu perds le contrôle et moi, c'est compliqué de perdre le contrôle. Puis on t'a appris, ah oui, de garder le contrôle. Exactement, tu as tout compris. C'est quand tu as passé 20 ans, militaire à apprendre à garder le contrôle, c'est assez compliqué. Et en fait, les retours que j'ai eus après ce podcast, hem, ont tellement été riches, en fait, d'échanges. Des gens qui m'ont appelé, qui m'ont envoyé des messages, qui ont réussi à trouver mon numéro pour me dire: «Vous m'avez aidé, en fait, j'ai compris. Merci, j'ai compris ce que je vivais» et cetera. Je me suis dit: «Tu peux pas rester là-dessus, en fait. Il faut que ce que tu as appris toi en 10 ans, tu puisses, en fait, aider les gens à aller plus vite». Et c'est là que, du coup, ça faisait maintenant quelques années que j'avais ma boîte, elle était structurée, elle pouvait se passer un peu de moi et cetera. Et puis elle était menée de main de maître par ma femme, donc pas de souci, j'avais entièrement confiance et du coup, j'ai dit: maintenant je vais commencer les conférences». Parce qu'en fait, on m'a demandé plusieurs fois et j'ai commencé à le faire et en fait, j'ai pris un plaisir immense dans les conférences. Alors pas quand on parle de transmettre, c'est pas sur le côté descendant, parce que ça me plaît pas, on va dire ce qui est. C'est Je suis nourrir pas là parce qu'on pour nourrit. donner ouais, c'est Ouais. ça. Je suis pas là pour donner des leçons. Je suis surtout pas là et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je peux pas te parler pour tout le monde. Moi, je suis pas là pour dire aux gens comment faut faire. Par contre, ce que je peux dire, c'est comment j'ai fait moi et ce que j'en ai appris. Et les quelques outils, moi j'ai même fini par créer une méthode, si on peut appeler ça comme ça, pour dire aux gens: «Voilà, un petit moyen mnémotechnique, moi voilà, voilà». Et cette petite méthode, mais un peu ce qu'on a évoqué ensemble, hein, je parle juste du côté acceptation, de passer par toutes ces phases-là, d'avoir son qui ressources, de fonctionner par objectif, et cetera. Toutes ces choses-là, en fait, mais je me les applique tous les jours. Donc je me dis: «En fait, tu as pas de honte à le transmettre, au contraire, puisque toi, c'est ce que tu fais tous les jours et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui tu en es où tu en es». Et du coup, j'en suis arrivé aux conférences, comme ça après le podcast, à arriver sur les conférences et de dire: «Mais en fait, je vais continuer à transmettre parce que ça va me permettre de toucher encore plus de monde». Tu fais une conférence, que tu aies 50 personnes en face, je crois que la dernière que j'ai fait, il y avait 70 personnes, une boîte, une entreprise, 70 personnes. J'en ai eu fait où il y avait, c'est entre 5 et 600 personnes, tu vois, par exemple. Et il y a pas une fois, et je dis bien il y a pas une fois, où à la fin, il y a pas quelqu'un qui est venu me voir pour me dire: «J'ai réalisé». J'ai réalisé ça ou des fois, c'est pas sur le coup, tu reçois un message après sur LinkedIn et cetera. Il y a pas une fois et à chaque fois, je me dis: «Mais même sur les 500 personnes, si tu en as de qu'une, en fait, tu as gagné, C'est ce que j'ai tu as gagné». c'est ce que j'ai l'habitude de dire sur le podcast. Voilà. Il y a quelle que soit l'ambition qu'on veut mettre ou quoi que ce soit derrière, c'est l'intention de bien faire. Mais même si cet épisode, il ne touche qu'une personne, tout le travail qui a été fait, c'est gagné. C'est gagné. C'est juste apporter Ouais. notre pierre là-dessus. Ouais. Est-ce que... Et la suite, du coup, c'est quand tu parlais du bouquin tout à l'heure, Ouais. hein, c'est ça, en fait, c'est que je me dis: «Voilà, le bouquin, je» c'est bête ce que je vais dire, mais j'allais dire: «Je le fais pas pour le vendre», du moins, c'est pas pour le côté financier. Il va être content, ton éditeur. Non, mais je veux dire, je vise
je vise pas, je peux pas dire que je vise s'il y en a qui écrivent un bouquin en disant, voilà, je vise, de vendre 4 000 exemplaires, Ouais. 100 000 exemplaires et cetera. Moi, je vise pas le 100 000 exemplaires. Moi, pourquoi je veux qu'ils se vendent, il va être content, il va dire: «Pourquoi je veux qu'ils se vendent beaucoup?» C'est parce que plus il va se vendre, plus il va toucher des gens, parce qu'il y a celui qui achète, mais il le recommande, il le fait lire, il le pose, et je me dis: «En fait, c'est une force incroyable, en fait, le bouquin». C'est une fois et aller aux conférences, tu vas à une conférence, les gens achètent ton bouquin derrière, ils achètent ton bouquin, ils vont le montrer à leurs collègues et je me dis: «En fait, c'est surtout un moyen de toucher un maximum de monde, en fait». C'est un cercle vertueux, continuer à transmettre, Complètement, mais complètement et moi, tout est fait comme ça aujourd'hui. et est-ce qu'aujourd'hui, parler de ton histoire, c'est encore douloureux ou c'est devenu une force apaisée, quelque part, où tu as trouvé, un équilibre? Quand je suis allé à Légende, je me suis dit: «Je peux y aller parce que je suis guéri». C'est-à-dire qu'au moment où ils me contactent, enfin, au moment où je vais tourner, ils me l'auraient demandé 1 an avant, je n'aurais pas été capable. Parce que émotionnellement c'est trop compliqué et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu un moment dans le podcast où ça remonte trop, parce qu'on attaque le sujet de mes filles et j'avoue que ce sujet-là reste toujours plus compliqué. Mais en fait, en faisant ça, je me suis aperçu que ça m'avait encore aidé à avancer et du coup, en fait, j'avance toujours. Chaque fois, je crois que je suis arrivé, mais j'avance toujours, en fait. Il y a toujours mais aujourd'hui, c'est vrai que, tu vois, évoquer l'attentat, évoquer, le choc post-traumatique, évoquer la reconstruction et cetera, c'est des choses que j'aurais pas pu faire il y a 3 4 ans de ça. J'aurais pas pu l'évoquer. Du moins pas dans, heu, pas dans j'allais dire l'empathie, pas sans émotion, ou du moins sans émotion qui se voit, comme là, quoi. Voilà. Mais je pense qu'il y a encore du boulot sur certains sujets, ouais. On n'a jamais fini d'arriver. Non, mais tant mieux. C'est le Mais jour. tant mieux. Mais tant mieux. Si on ne progressait plus, il y aurait plus d'intérêt à faire les choses. Moi, je reste persuadé que chaque chose qu'on fait nous amène à quelque chose et c'est l'intérêt. Si tu pouvais parler, au Laurent de 2008, la veille, de cet attentat, où vous décidez de ne pas partir parce que la nuit arrive, hem, qu'est-ce que tu lui dirais? Je sais pas ce que je lui dirais parce que, j'ai un côté de moi qui pense que j'allais dire que tout est écrit. C'est pas religieux quand je dis ça. Non, il y a quelque chose au-dessus de Ouais, je, hem pardon, je veux pas prendre tes mots. non, non, c'est ça. Non, non, tu as raison. Ce que je veux dire, c'est que je vais le remettre à mon niveau. Pendant des années, je me suis dit: «Mais, pourquoi moi, quoi?» on va dire. Tu vois? C'est pourquoi il m'est arrivé ça, pourquoi je suis vivant? Tu vois? Mais pourquoi? Dans le sens, ça devrait pas être le cas. Tu vois? Je me suis dit ça, «Pourquoi je suis vivant? Machin, c'est pas normal» et cetera. Après, j'ai commencé à me reconstruire et j'ai accepté, que ça soit comme ça. Tu vois? C'est OK, ben, je suis vivant, c'est bien et du coup, là, je suis passé à la phase où maintenant je vais le mettre à profit et en fait, j'ai continué d'évoluer quand on parle d'évolution permanente et en fait et ça, c'est assez récent, j'ai eu des échanges avec des personnes, que certains, appelleraient perchées. J'ai eu des échanges avec des gens très terre à terre, mais qui m'ont très surpris sur ce plan-là et si tu veux, je pense qu'aujourd'hui, la phase suivante, c'est d'avoir compris que c'est pas arrivé pour rien et que au départ, je me disais: «Je j'aurais pas voulu que ça m'arrive». Après, je suis arrivé sur: «Beh, maintenant, j'accepte, ça m'est arrivé». Après, il y a eu la phase: «Maintenant, qu'est-ce que j'en fais?» avec, la reconstruction et la transmission qu'on évoquait et je pense qu'aujourd'hui, je suis encore plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que c'est ma mission de transmettre, en fait et je pense que tout ça n'est pas arrivé que si on après chacun voit qui il veut, certains c'est croient dans des dieux, d'autres en Mmh. l'univers, d'autres en tout ce que tu veux. Si on m'a laissé là, c'est pas un cadeau, c'est parce que j'ai quelque chose à faire et ce quelque chose à faire, j'ai compris aujourd'hui que c'est transmettre. Quand Transmettre, tu échanger, parles que ce fil-là, aujourd'hui, ma mission, c'est ça. C'est tout faire pour transmettre. Donc ça passe par ma boîte, ça passe par les conférences, ça passe par le bouquin, ça passe aujourd'hui, je suis très investi dans les associations, de blessés. Notamment, je suis, à la fois porte-drapeau et très investi dans les Gueules cassées, hein, qui est, l'association alors ça le vrai nom, c'est l'Union des blessés de la face et de la tête, qui est la première association en France officielle
qui, avant l'UBFT, ça a été créé après la Première Guerre mondiale, en fait, pour les gens qui avaient des blessures à la tête, au visage, qui du coup étaient déformés et que la société laissait de côté. Et le colonel qui a créé ça, enfin les trois, mais il y en a un qui est considéré comme le père en fait de l'UBFT, est allé déclencher la solidarité nationale pour dire en fait arrêtez de les mettre de côté, aidez-les. Et d'ailleurs c'est comme ça qu'a été créée la loterie nationale qui est aujourd'hui le loto en fait. C'est les Mmh. créateurs du loto, hein. Donc l'État a récupéré après, mais à l'origine c'est eux qui ont créé cette fameuse loterie nationale. Et en fait on ne se basait que sur les blessés physiques en fait. Et il y a quelques années, ils ont dit: «Mais en fait, les blessés de la face et de la tête, c'est aussi ce qui se passe dans la tête». Et du coup, on a commencé à prendre en charge et considérer comme, possible adhérent des gueules cassées, les gens qui étaient en choc post-traumatique. Et aujourd'hui, tu peux pas imaginer tout ce qui est fait. Parce qu'on aide financièrement, bien sûr, mais il y a beaucoup de recherches. Il y a carrément une section qui a été créée à Ligny, aux Invalides, pour un hôpital de jour, pour les gens qui puissent avoir accès à des médecins et cetera. Et du coup, bah, aujourd'hui, la façon de transmettre aussi, c'est d'aider mes frères d'armes ou mes anciens frères d'armes sur la reconstruction pour leur dire, ben, OK, en plus, on a un peu plus de poids parce qu'on l'a vécu. Et de dire, mais moi aussi, je l'ai vécu et voilà. Je ne vais pas te dire comment il faut faire, mais je peux te dire ce que j'ai fait moi et donner quelques éléments, etc. Et en fait, tout est toujours dans ce truc-là. Aujourd'hui, c'est vrai que bah, ouais, je considère que c'est un peu ma mission, quoi. On arrive à, bientôt vers la fin de cet épisode. Laurent, qu'est-ce que tu aimerais que l'on retienne de toi, de ton parcours? Waouh. Ce qu'on retient de moi. Si c'est dans la version souvenir, on va dire, si je devais mourir demain et je voudrais juste, bah, surtout pour mes proches, je dirais, mais qu'on se souvienne de moi tout simplement comme quelqu'un de bien. Parce que je suis pas parfait, j'ai fait des conneries à tous les niveaux, j'ai pas toujours sûrement fait ce qu'il fallait, mais aujourd'hui, je pense que tout ce que je fais, je le fais, j'allais dire pour servir. Et quand on parlait de fil conducteur, ça fait partie des choses aussi. C'est-à-dire que je pense que je suis aussi là pour servir et juste qu'on se rappelle de moi d'une façon positive, voilà, comme quelqu'un de bien, ça me suffira. Le nom de ce podcast, c'est Inspirer. Mmh. Qu'est-ce qui C'est beau. t'inspire, toi, encore aujourd'hui? Les gens, je crois. Le plus, c'est les gens. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, entre les conférences que je peux faire ou auxquelles j'assiste et cetera, j'ai, la chance de croiser, de rencontrer des gens très différents, d'horizons très différents, avec des parcours très différents et tellement de gens inspirants. On en parlait avant le début du Bien sûr, tournage, bien sûr. mais tu en as reçu ici, Moi, je qui kiffe ma vie pour ça. qui voilà. Et donc j'apprends et comme pour moi, quand je dis qu'il faut être, au-delà de la résilience, c'est pour devenir meilleur, c'est en apprenant et donc j'apprends souvent. Et ces partages de parcours inspirants, c'est moi, c'est les gens. C'est les gens qui m'inspirent, les gens que j'ai la chance de croiser régulièrement, de connaître. Et et puis, je pense que dans les gens inspirants, un truc qu'il faut peut-être pas oublier, qu'on parle pas assez souvent, je pense, c'est notre jeunesse, en fait. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre à nos jeunes, mais on a beaucoup à apprendre de nos jeunes. Et moi, je suis par moments en admiration, heu, de certains jeunes qui font les choses bien plus tôt que nous. Heu, même mes filles, quand je vois les ambitions qu'elles ont et ce qu'elles peuvent faire, tu vois? Je me dis: «Mais moi, à cet âge-là, je pensais pas ça, en fait», et quand je regarde un peu mon parcours de vie aujourd'hui, je me dis: «Déjà, je pensais pas à ça et j'ai fait beaucoup de choses». Alors je me dis: «Mais en fait, inspirons-nous des jeunes et poussons-les, aidons-les à réaliser, beaucoup de choses». Je pense qu'il y a, qui peuvent nous inspirer beaucoup de choses, ouais. Ta dernière rencontre inspirante, puisque tu parles des gens? Ah! La dernière, Je dis la dernière parce que c'est des fois, ouais. je me pose la question la plus marquante, mais c'est toujours difficile d'en Ouais, trouver une. ouais, ouais, ouais. Oui, c'est toujours, compliqué de choisir Là, une je te fais personne. la version facile. J'en ai vu, ouais, ouais, j'en ai vu beaucoup. Attends, je vais réfléchir de pas te dire de bêtises. C'est j'ai un nom qui m'est venu de suite, mais c'est peut-être parce qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure.
Hem, non, mais je vais revenir sur elle. En fait, c'est Virginie, hein, Delalande, mais que tu as déjà reçue ici, que j'ai croisée, de par nos métiers et voilà, que je trouve humainement, formidable et déjà dans son parcours et de ce qu'elle avait fait jusqu'à maintenant. Et là, elle vient de lancer, du coup, elle l'avait pas encore lancé quand tu l'as reçue, mais elle vient d'écrire un nouveau bouquin qui s'appelle, «Kiffe ton handicap» et donc elle parle du handicap invisible notamment, beaucoup. Forcément ça me touche parce que, hem, le choc post-traumatique en fait, hein, donc en fait partie, hein et et 80 des handicaps sont invisibles, hein, donc tu d'autres personnes, comme, l'ancienne skieuse, je me rappelle plus son prénom, mais c'est madame Hernandez ou Fernandez. C'est pareil. Cécile Hernandez. Cécile Hernandez, pardon, ouais, c'est ça. Cécile Hernandez, pareil, qui se bat beaucoup pour ça et alors malheureusement pour elle, en plus, elle a subi certaines agressions, sur les réseaux et cetera et Mmh. c'est bien dommage parce que c'est quelqu'un qui se bat pour une belle cause et en fait, aujourd'hui, Virginie va plus loin. Il y a pas que le bouquin, c'est-à-dire qu'en fait, elle est en train de créer un vrai mouvement et qui va, je pense, avoir beaucoup de poids. Et ça, c'est top. Donc moi, elle a pas de limite cette dame-là. Elle est en plus, très bien entourée et voilà, je pense que c'est une personne qui m'inspire beaucoup parce qu'elle est arrivée depuis un moment à s'enlever les barrières qu'on peut tous se mettre. Ouais. On dit que nos pensées limitantes, c'est nos principales barrières. Je pense qu'elle a réussi à les faire sauter et du coup, elle a plein de projets et le dernier du coup, Kiffe ton handicap que j'ai vu naître un peu avant qu'il sorte là. Je me dis voilà, ça a bougé les lignes et je trouve ça hyper inspirant. Oui, vous pourrez retrouver cet épisode, c'est en saison 2, je crois, au mois de avril-mai, ça a été diffusé. Effectivement, vous pourrez vous reprendre un shoot Mmh. inspirationnel à travers elle. Euh, j'ai des dernières questions et on va clôturer là parce que l'épisode dépasse Ah, là, la tu vas pas me longueur. donner la parole, moi. Mais c'est très bien. Euh, quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné dans la vie? Celui qui pique et qui, avec le recul, tu t'es dit, ouais, celui-là, heureusement que je l'ai eu. Hem, c'est un récent peut-être. C'est juste, quelqu'un que j'ai croisé pareil et qui m'a dit: «Mais, arrête de te poser des questions, écoute-toi» et je pense que si on s'écoutait un petit peu plus, on avancerait plus vite. Ouais. Et quelle question tu aimerais que l'on te pose et que l'on ne t'ait jamais posée? Oh. Hem, la question Qu'on ne t'a jamais posée et que tu aurais aimé que l'on te pose. Et je te mets à l'aise, j'attends pas forcément la réponse derrière. non, je l'aurais pas. Alors je vais faire mon politicien, je vais passer un peu à côté. Hem, une fois que j'ai commencé à vraiment me parler de ce qui m'était arrivé et cetera, on m'a très, très souvent, heu, posé la question à moi de comment j'allais maintenant. Comment j'avais vécu les choses, machin et cetera, mais aujourd'hui, comment je vais et cetera. On a souvent oublié de me demander comment allaient, les personnes que j'avais autour de moi. Mm. Donc notamment, comment allait ma femme, comment allaient les aidants. Je pense que très souvent, chez les gens qui ont des parcours particuliers comme moi, on a trop souvent tendance à oublier les aidants et je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus, dans tous les domaines, de beaucoup plus s'intéresser aux aidants. Et donc la question qu'on m'a jamais posée, ni en interview, ni dans les conférences, et cetera, heu, c'est de me dire: «Et ta femme, comment elle va?» Merci Avec plaisir. à toi. Merci à toi pour ton authenticité et pour avoir accepté de nous partager tout ça. Euh, on peut te retrouver sur les réseaux. On a aussi le livre qui est de sortie imminente. On ne sait pas là s'il est sorti ou s'il va Ah sortir ben on va dire 2026. avec entre la date de tournage et la date de diffusion du podcast. On, Je pense pas donc, mais ouais 2026 on va dire. on mettra le lien et puis on en parlera à ce moment-là.
Merci Laurent, à toi. Est-ce qu'on a abordé tous les sujets? Je clôture toujours comme ça ou est-ce qu'il y a une question que... En tout cas, c'était un plaisir et écoute, j'ai répondu à tes questions avec plaisir. Et pour moi, écoute, c'était top. Il y a je t'ai dit avant de commencer, pour moi, il n'y a aucun tabou, il n'y a aucun sujet interdit. Et du coup, j'espère juste qu'encore une fois, on aura réussi à aider un petit peu. Bah, Au moins une personne, comme on l'a dit. c'est notre point commun parmi tant d'autres. Ouais. Merci à toi, Laurent. Merci à vous d'avoir écouté ou regardé cet épisode que vous pouvez retrouver sur YouTube, sur LinkedIn, sur Instagram en vidéo. Vous avez également la version audio sur Spotify, Apple, Deezer et Amazon. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode d'Inspire. Salut!